sport. 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. À toutes et à tous, alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend très bien. Bon, très bien. C'est parfait. Bon, allez, bonsoir Rachid, qui va remplacer Thomas pour ce soir. Bonsoir. Bon, il est un petit peu grippé. On a Fred également qui est à côté de moi. Ça va, Fred, la Oui, forme? ça va. Salut Fredo, salut Rachid, bonsoir à tous. Bon, on a eu un petit problème technique. Je pense que vous l'avez tous entendu. C'est compliqué. Hein. Pourtant, Pas il y a évident. un petit peu de matériel, mais bon, tout n'est pas Ça arrive en parfois. adéquation. Ça arrive quelquefois. Allez, on va enchaîner tout de suite avec la division 1 féminine. C'était la 15e journée ce week-end avec ce samedi 25 février. Plusieurs matchs avec l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé du côté de Montpellier 3-0. Bordeaux et Rodez ont fait 0 partout. Et le Paris Saint-Germain est allé battre Juvisy 2-1. Il y avait également Marseille qui est allé battre Metz 3-1. Soyo a battu Guingamp 1-0. Et Saint-Etienne s'est incliné chez lui face à Albi 1-0 au classement. L'Olympique Lyonnais est premier avec 42 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain avec 42 points. Troisième, Montpellier, 34 points. Et en fin de classement, on retrouve en 12e position Metz. On va ensuite passer à la Ligue 1. Mais avant ça, on va vous rappeler que ce soir, il y a une place à gagner pour FC Sochaux-Montbéliard, Le Havre. Ce sera ce vendredi. Une place en latéral est. Une question vous sera posée pendant l'émission. Donc vous aurez juste à y répondre. Et puis la place sera à vous. Donc c'est quand même assez sympathique. Et puis, on va parler de la Ligue 1, n'est-ce pas, Fred? On va parler de la Ligue 1 et le Classico ce week-end. Enfin, Classico. Le Classico que j'ai suivi en plus. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Un Classico qui a été vite bouclé, en tous les cas, pour une équipe en particulier. Donc, on en reparlera dans quelques instants. Allez, on va passer à la Ligue 1 avec tout de suite le jingle. Allez, on passe cette fois-ci à la Ligue 1 avec justement les premiers matchs qui avaient lieu ce week-end avec tout d'abord Nice-Montpellier. Tu as suivi ça un peu, Fred, Nice-Montpellier? Est-ce que tu as suivi un peu les matchs de ce week-end? Ouais, un petit peu, oui. La Ligue 2 et puis la Ligue 1. Donc, je suis à la deuxième mi-temps de Nice-Montpellier. Bah oui, avec Montpellier qui avait ouvert le score par Steve Mounier dès la 9e minute de jeu. Et c'est un revenant, c'est Michael Lebihan qui a inscrit un doublé à la 68e et 85e minute de jeu. Non, c'est rien, Fred, c'est rien. Excusez-nous pour cette petite ça, c'est les messages qui a C'est les introduit. auditeurs, ça. Ouais, c'est ça, c'est les auditeurs qui nous appellent. Parce que ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, donc ils s'inquiétaient. Non, avec, oui, je le disais, Michael Lebihan qui a réussi un doublé, lui qui revenait d'une grave blessure. Donc on est heureux en tout cas pour lui qui a marqué la 68e et 85e minute de jeu. Et bien justement, on va entendre les réactions de Lebihan qui est double buteur dans cette rencontre. Et également Riyad Boudbouz qui est énervé du côté de Montpellier, mais qui est en tout cas fier de son équipe. Très content, on ressent de la satisfaction, du bonheur. Donc voilà, ce soir je suis très très content. Ouais. C'est fou, tout va à 2000, c'est vrai, je suis sur le banc, je dis à Max le marchand que j'ai très envie de rentrer en fait. Et voilà, je m'échauffais à la mi-temps, il me dit d'aller m'échauffer, donc voilà, tout se passe très vite. Il me dit de rentrer, voilà, on pense vraiment à perdre peu de ballons, à être bon pour l'équipe tout simplement pour égaliser et essayer de ramener les 3 points par la suite. Ouais, voilà, j'ai eu la chance d'avoir deux frappes qui vont au fond, donc c'est très bien pour l'équipe, c'est 3 bons points qui vont nous faire du bien pour la suite. À rien, vraiment le premier but, j'ai couru partout, je savais pas où aller. Non, c'est vraiment que du bonheur, on pense vraiment aux 17 mois qui ont été très compliqués, mais maintenant c'est du passé, je suis encore pas à 100%, mais voilà, je travaille au maximum et le plus dur possible pour revenir le plus vite possible à 100%. On verra, en tout cas je fais tout pour l'être, moi je travaille énormément à l'entraînement pour revenir à 100% et pour apporter un maximum à l'équipe.
quand on fait une première mi-temps comme on l'a fait ce soir, comme on a dominé cette équipe de Nice, je ne sais pas si cette saison quelqu'un a réussi à leur faire ça ici. C'est frustrant parce qu'on doit absolument faire au moins un match nul sur ce match et comme je suis un compétiteur, je veux absolument le gagner. On a l'opportunité de le gagner et ce soir c'est des points en moins parce que si on avait gagné ce soir, on aurait pu envisager d'aller beaucoup plus haut en fin de championnat parce qu'on reçoit 2 fois de suite à la maison et ça va être encore des matchs à notre portée. Mais voilà, je suis énervé après le match, mais quand je repense à la prestation qu'on a pu faire, je suis fier de mon équipe et voilà, j'espère qu'on va travailler parce que c'est de bon augure pour la suite et on a vraiment l'équipe pour bien finir le championnat et on prend énormément de plaisir. Allez, il y avait un autre match également du côté de la Beaujoire, et ça c'est du côté de Nantes, avec Nantes qui recevait Dijon. Et ça commence fort d'entrée de jeu pour cette équipe nantaise qui a inscrit un but par Yacine Bamou à la 3e minute de jeu. C'est ensuite Léo Dubois qui marque contre son camp à la 37e minute de jeu. Dijon revient dans cette partie avant que Emiliano Sala, l'Argentin, à la 59e minute de jeu sur penalty, offre un avantage pour Nantes. Et c'est finalement Philippe Pardo à la 79e minute de jeu qui conclut la victoire nantaise. Avec, on va écouter tout de suite les réactions de Valentin Rongier qui a pris du plaisir, qui prend du plaisir en tout cas à l'entraînement, qui en a pris cette semaine. Et forcément Olivier Dalloglio qui lui dit qu'il y a besoin de 109 du côté de Dijon. Je sais pas si c'est incroyable, mais en tout cas, je l'ai mérité au vu de ce qu'on donne aux entraînements. On travaille énormément, on est tous très sérieux. On se serre les coudes, la concurrence est saine à tous les postes, tous les niveaux. Et on sent vraiment une bonne dynamique. On travaille bien, on rigole beaucoup aussi. Et ça fait du bien, on prend plaisir sur le terrain, au moins en première qu'en deuxième, mais on prend du plaisir. On prend du plaisir à se battre pour le copain, à s'arracher. Et ça, je pense que c'est très important si on veut faire quelque chose. Et oui, après ça, je sais pas trop quoi dire à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on est dans une bonne dynamique et il faut qu'on continue. Il faut surtout pas qu'on se relâche et qu'on pense que ça y est, on est arrivé, le maintien, il n'y a rien qui est fait. Il faut continuer à être aussi sérieux et ce sera positif pour tout le monde, que ce soit pour les supporters qui verront du spectacle, que ce soit pour nous et pour jouer plus sereinement, parce que plus on prend des points rapidement, plus on sera tranquille. On a besoin, c'est de récupérer du 109. On a vraiment besoin, on le sent, on a besoin d'avoir de puissance, et conjuguer un peu plus de technique là-dessus. Aujourd'hui, ça nous saute aux yeux. Tant qu'on n'aura pas ce 109 qui va revenir. Donc, mais j'ai bon espoir parce que l'équipe est pas battue, on connaît nos lacunes, on sait qu'on a certaines faiblesses. Donc là-dessus, non, je pense que j'ai vraiment bon espoir. Mais on a besoin d'avoir ce 109 qui arrive. Parce que ce qui a fait la différence, c'est, je pense qu'il a dû secouer un petit peu ses défenseurs. Les défenseurs étaient beaucoup plus rigoureux. Empêcher en fait de conserver ce ballon au niveau offensif. Et on a eu moins le ballon. On n'arrivait pas à le garder, donc on n'a fait que courir après. On a un temps de retard. Et ça nous a usé, alors que c'était un petit peu l'inverse sur la première, où on se retrouvait avec pas mal d'occasions. Et parce qu'il y avait des espaces, on les a exploités, on pouvait avoir, nous, le ballon, le conserver. Je pense que si on n'a pas le ballon, après, effectivement, nous, comme toute équipe, on s'épuise. Et là, on s'est un peu épuisé, on a perdu en lucidité. Après, voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé sur cette deuxième mi-temps. Ben oui, il est arrivé ce qui est arrivé. C'est finalement Dijon qui s'incline du côté de Nantes. Allez, on poursuit cette 27e journée avec les matchs qu'il y avait ce samedi. Tout d'abord, il y avait les matchs à 17h. Il y avait Monaco qui se déplaçait du côté de Guingamp. On voulait savoir comment les Monégasques allaient réagir en allant du côté de Guingamp, en tout cas à l'extérieur. Monaco a très bien réagi en allant s'imposer 2-1. C'est Camille Glick, le défenseur, qui marque à la 24e minute de jeu, avant que Fabinho, 86e, sur penalty. D'ailleurs, il aurait été inspiré de tirer celui face à Manchester City. Ça aurait été mieux pour Monaco, car c'est lui qui les tire depuis le début de saison. Et c'est lui, en tout cas, qui a 100% de réussite. Et c'est finalement Monaco qui s'impose 2-1. Guingamp va réduire le score en fin de partie avec Étienne Didot à la 90e minute de jeu. Mais ça ne suffira pas. Monaco s'impose avec justement les réactions d'Almami Touré et de Jérémy Sorbon. Ouais, malheureusement, quand on concède en ce moment, on n'a pas la réussite avec nous, et notamment sur les peu d'occasions qu'ils ont. Alors, je pense qu'il faut oublier surtout ces buts-là, cette défaite. Après, il faut garder le côté positif de ce qu'on a pu faire ce soir, et notamment le contenu. C'est vrai qu'on a mis pas mal d'engagement, on a mis ce qu'il fallait, on a essayé de jouer. Voilà, tout n'a pas été bon, mais il faut garder ce côté positif.
Ouais, pas simplement qu'au début. C'est vrai qu'on était capable de mettre un peu de folie à tout moment et c'est ce qui nous manque peut-être parce qu'au début du match on a quand même mis un petit peu de folie, on les a fait douter et voilà, c'était plutôt bien parti. Maintenant ça reste Monaco, donc c'est très bien qu'ils peuvent être dangereux à tout moment, aussi bien en jouant qu'en contre. Voilà, donc c'est forcément difficile, mais ouais, je pense qu'il faut continuer dans cet état d'esprit-là, surtout de ce qu'on a pu faire au début et essayer de le mettre pendant tout un match. Essayer d'être costaud défensivement, bien en bloc, ce qu'on sait faire. C'est notre base et ensuite offensivement on sait qu'on a les armes pour aller loin, donc il n'y a pas de raison. Pas de blessés, oui nous sommes d'accord, de fatigue, il a beaucoup. Je crois que l'équipe fait un gros match, je crois que c'est bien les matchs, nous annulons bien la situation plus forte de l'adversaire, c'est le jeu direct, les transitions, nous monter la ligne et ça nous aide beaucoup. La concentration, ça c'est très important après le match Champions League, rester concentré avec un match comme ça, de beaucoup de duels, de beaucoup de deuxième ballon. Je crois que les joueurs font un gros match et je suis heureuse pour ça. J'ai regardé 2-3 matchs des Gangans contre les plus grosses équipes du championnat, Paris, Lyon, Marseille. Et cette équipe va avoir des difficultés parce que pour jouer contre Gangans, besoin de aussi gagner les duels parce qu'ils sont très forts pour les duels, l'impact physique. Aussi, tu as besoin d'avoir. Pas laisser Ganga sortir une transition, qu'ils sont très fortes pour la transition. Ne pas laisser ils jouer direct, monter un peu la ligne. C'est ça que nous travaillons. Et jouer le foot. Et jouer le foot, vous aurez cru, en tout cas entendre Jardim, c'était bien lui. Et ce n'était pas Jérémy Sorbon. En tout cas, vous avez bien vu l'entraîneur, vous avez bien entendu l'entraîneur monégasque. Leonardo Jardim. Allez, on file du côté de Lille cette fois-ci avec un gros match avec Bordeaux qui se déplaçait au stadium de Lille. Et c'est Bordeaux qui remporte la mise 3-2. Ça avait mal commencé pour Lille avec ce but encaissé par Valentin Avada à la 16e minute de jeu. Plutôt, c'est lui qui a marqué en tout cas. Et ensuite, en tout cas, Lille va renverser ce match en 2 minutes à la 66e minute de jeu avec un penalty de Nicolas Depréville. Et Eder à la 67e minute de jeu qui frappe, ça touche le gardien, mais ça finit au fond. Lille menait alors 2-1. Et ensuite, le festival Adam Ounas qui marque à la 78e minute de jeu et à la 82e aussi, également un très beau but. Et c'est finalement Bordeaux qui s'impose du côté de Lille. Finalement, les choses ne vont pas très bien du côté de Lille. Et c'est en tout cas une défaite qui fait mal à cette équipe de Lille et à Franck Passy également, nommé entraîneur intérimaire, car Marcelo Bielsa arrivera l'été prochain. Après, on verra. En tout cas, tout dépend si Lille restera en Ligue 1 ou pas, car pour le moment, ils sont en mauvaise posture dans ce championnat. On va écouter justement les réactions de Franck Béréa, justement le défenseur de cette équipe lilloise, qui est en colère, et Jocelyn Gourvenec, qui lui parle d'un scénario bizarre et finalement, les joueurs qu'il a fait rentrer se sont montrés décisifs. Oui, mais après, moi, je mine personne individuellement. Je pense que c'est un état collectif. Ah oui, c'est pas forcément de tension, mais de frustration, quoi. On est frustré et ça s'est ressenti, quoi. Je pense en 2 matchs on tourne au temps de rouge, c'est qu'il y a quand même de la colère. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais c'est sûr qu'on serait complètement fou de pas se rendre compte qu'aujourd'hui la situation est compliquée, plus que compliquée, et que ça va être très difficile jusqu'à la fin. De toute façon, vu l'irrégularité dont on fait preuve depuis le début, il est possible que ça aille jusqu'à la 38e. Non, c'est un risque, quoi. C'est un risque parce que y a peut-être des équipes qui ont plus l'habitude de jouer le maintien que nous, quoi. Donc c'est une pression qu'il faut pouvoir supporter aussi. On dit toujours que les résultats conditionnent la confiance, que ça conditionne... non, c'est l'esprit déjà. Déjà, on fait les choses dans l'ordre, on a un bon esprit, et après, on démarre quelque chose. C'est une histoire de valeur humaine aussi, le football. Mais quand c'est difficile, c'est là qu'on voit vraiment les... c'est là qu'on voit vraiment les hommes. Donc c'est maintenant qu'on va pouvoir voir sur qui on peut compter aussi. C'est vrai que c'est un drôle de scénario. Je crois que sur l'ensemble du match, une victoire logique. Mais après, dans le scénario, ça a été très, très bizarre. On a simplement été puni à un moment donné pour ne pas avoir su faire le break. On aurait dû le faire déjà en première mi-temps, on l'a pas fait. On aurait pu en deuxième mi-temps le faire aussi et on le fait pas. Après, Lille n'a pas lâché. Ils ont retourné le match en 2 minutes. Mais nous, à notre tour, on n'a pas lâché non plus et on est resté dedans. Je pense que les 3 entrées de Yaro Plasil, de Jérémy Ménez et d'Adam
Kaunas ont été aussi un élément important dans notre capacité à rester dans le match et à continuer à faire mal à Lille. À cette équipe lilloise, en tout cas c'est ce que les hommes de Jocelyn Gourvenec ont fait et ils l'ont plutôt bien réalisé. On passe cette fois-ci du côté de Nancy-Toulouse. C'est le match nul de la soirée entre Nancéens et Toulousains. Et ça a fait 0 partout. Il n'y a pas eu de but dans cette rencontre. Il y aurait pu en avoir. Mais décidément, les défenses ont pris le pas sur les attaques. Justement, pourtant, Pascal Duprat avait mis 5 joueurs offensifs d'entrée. Et on va entendre justement les réactions de l'entraîneur toulousain et aussi Pablo Correa qui lui forcément disait qu'il ne manquait que le but. Et il parle aussi de la banderole qui a été mise dans le stade à l'adresse du président Rousselot qui se présente face à Noël Le Graët pour la présidence de la Fédération française de football. Et apparemment les supporters de Nancy sont forcément inquiets. Ils ont peur que le président laisse en tout cas peut-être le club un petit peu de côté et en tout cas dirige la fédération française. En tout cas, laisse un peu tomber le club de Nancy. Je pense que c'est un peu ça auquel il pense. Et justement, vous allez entendre la réponse de Pablo Correa. Ni un ni l'autre. Le point, c'est le scénario qui nous a, que le football ira voulu. C'est ce que je retiens, c'est qu'on a fait le match qu'on voulait faire. Et le ballon, il a pas voulu rentrer. Mais dans la préparation de ces matchs-là, il était tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Bien évidemment, on voulait gagner le match, mais il y a des soirées comme ça dans lesquelles le ballon il rentre pas. Mais je suis bien content de la performance. En tout cas, je suis très très content. Et moi, et le président, c'est une personne adulte, il sait bien. Le président, il ne veut pas attaquer quelque chose pour amoindrir une autre. À partir de là, moi, j'aimerais bien voir mon président de la Fédé, pour lui, bien évidemment. Nous, on ne tirera pas davantage, bien évidemment, mais pour lui, je sais que c'est son souhait le plus grand et j'aimerais qu'il le soit. Ici, il peut être président de la République aussi. Je suis copain du président de la République, voire ami du président de la République. Voilà, je l'encourage, c'est-à-dire. On prend un peu de buts aussi à l'extérieur. On prend un peu de buts, on marque quelques points. Malgré tout, c'est vrai qu'on a gagné qu'une fois. On aurait dû gagner à plusieurs reprises, mais c'est certainement dû au fait qu'on joue les matchs par séquence. À l'extérieur, il faut compter aussi sur l'équipe à domicile qui s'en laisse pas compter. Mais je pense que l'explication de notre relative disette à l'extérieur vient du fait que les matchs ne sont pas toujours aboutis. C'était un exemple, encore une fois, ce soir, malgré le fait que j'avais tenté un pari audacieux, 5 joueurs offensifs alignés d'entrée. Ça n'a pas donné la supériorité que j'escomptais, en tout cas dans le jeu. On remettra comme on dit 100 fois, l'ouvrage sur le métier. Dès la prochaine fois à l'extérieur, je crois que la prochaine fois à l'extérieur, on va au Parc OL. On partira pas battu d'avance. Oui, on partira pas battu d'avance. C'est l'entraîneur Pascal Duprat met une petite pique, en tout cas envers ses joueurs. Allez, on passe maintenant au derby breton avec le Stade Rennais qui recevait Lorient. Lorient mal en point en championnat car Lorient est dernier de cette Ligue 1. Et c'est finalement au bout de 19 minutes que Rennes va trouver l'ouverture grâce à Giovanni Suo, qu'on connaît très bien du côté de Sochaux. Et on est content qu'il ait réussi en tout cas à inscrire le seul but de cette rencontre, car Rennes s'impose 1-0. Et on va entendre les réactions du côté du Stade Rennais avec Christian Gourcuff qui lui est forcément satisfait. Bernard Casoni lui regrette la précipitation de son équipe et un but forcément qu'on encaisse d'entrée. Et ensuite, il faut courir après le score et c'est plus compliqué. Mais cette équipe de Lorient s'incline une nouvelle fois et comme on le disait tout à l'heure, elle est toujours mal en point dans ce championnat. On savait que le contexte était difficile, on a quand même des absents majeurs, on a un contexte, on savait que les points étaient importants, un adversaire qui est redoutable parce qu'ils ont beaucoup de qualités individuelles sur le plan offensif, un contexte qui fait aussi qu'ils se lâchent, donc c'était un match qui était très très compliqué, très difficile. Voilà je pense qu'on a bien abordé avec nos limites là ponctuelles en tout cas sur ce match-là, tant sur le plan de la confiance que sur le plan de l'effectif. Donc on a fait le match qui était adapté aux circonstances. Ça fatigue mentalement aussi. Je pense que le fait de ne pas gagner, surtout quand
on y repense bien, voilà, on avait des opportunités de prendre des points. Et voilà, on prenait seulement un point à chaque fois. Et c'est vrai que ça commençait à devenir usant. Et voilà, je pense que cette semaine, on s'est bien battu à l'entraînement. Il y a eu beaucoup de contacts. Voilà, je pense qu'on a réalisé que voilà, il fallait se faire violence aussi. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on a essayé de démontrer ce soir. Ouais, mais les autres, je m'en fous. Monet, c'est nous qui devons avancer et je suis déçu parce qu'on a fait une bonne entame de match. Jusqu'à cette 20e minute où ils ont leur première, si on peut appeler ça une occasion, quoi. Leur premier tir, on se prend encore un but et c'est toujours de courir après le score. C'est vrai qu'après ce but, on a un peu confondu vitesse et précipitation parce qu'on a voulu de suite aller se mettre vers l'avant et on a moins préparé. Après, c'est vrai que toujours prendre un but, quoi, avec toujours courir derrière le score, c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc on n'a pas trop bien préparé nos actions qui ont suivi et il y a eu beaucoup de déchets techniques, ce qui est pas dans nos habitudes. Ouais, mais ça commence à me gonfler aussi, quoi. La frustration, ça commence à me gonfler parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui dépendent de nous et on n'arrive pas à le faire basculer, quoi. Voilà, donc ouais, il y a la frustration, mais à un moment donné, il faut qu'on se regarde aussi en face. Voilà, il y a toujours une défaillance que l'on paye cash et c'est récurrent. Bah oui, c'est récurrent du côté en tout cas de Lorient. C'est vrai que quand on est dernier, il n'y a rien qui va et forcément on est frustré, on n'y arrive pas. La moindre passe est très compliquée et forcément Bernard Casoni est très en colère. Mais c'est comme ça, quand on est en dernière position, il n'y a rien qui sourit et on espère en tout cas que cette équipe va s'en sortir, car on sait qu'il y a Mathieu Pébernes qui est en défense centrale. On espère qu'ils resteront en Ligue 1. Allez, on passe cette fois-ci du côté de Saint-Étienne qui recevait Caen. C'était ce dimanche. Saint-Étienne qui a été défait par Manchester United en Coupe d'Europe. Eh bien, on voulait voir comment cette équipe stéphanoise allait réagir. Eh bien, en tout cas, elle n'a pas réagi de la meilleure des manières en s'inclinant sur son terrain au stade Geoffroy Guichard face à Caen 1-0. Le seul but a été inscrit par Ronny Rodelin à la 33e minute de jeu. Une très belle affaire en tout cas pour cette équipe de Caen qui est elle aussi concernée par le maintien. Et vous allez entendre justement les réactions de Loïc Perrin qui lui dit que les joueurs n'étaient pas fatigués. Et Aledine Yaya qui lui en tout cas bien sûr indique qu'il joue la survie de Caen. Il y a eu des mots forts en tout cas, car quand un club descend en Ligue 2 comme l'a vécu Sochaux il y a quelques années, il y a déjà plus de 2 ans, eh bien, c'est aussi des gens dans le club qui perdent leur emploi, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, lui, il ne l'oublie pas, vous allez l'entendre justement. Ah ouais, il y avait la place. On savait que c'était une équipe qui allait nous attendre et qui allait procéder par contre, parce qu'ils sont performants sur ces phases de jeu-là. Il y a ce premier but, sur leur première action, c'est des choses qui arrivent. Après, on a une première mi-temps quand même compliquée, on a eu du mal à les contourner. Ça a été beaucoup mieux en deuxième, on a joué un peu plus direct. Et on a eu des situations, il nous a manqué de mettre un but, quoi. Ouais, de la fraîcheur, mais il y en avait quand même sur le terrain, parce qu'il y avait pas mal de changements. Après, c'est sûr qu'on a enchaîné les matchs, mais non, c'est pas ça. Je pense qu'on a manqué un peu de détermination ou de justesse dans le dernier geste, parce qu'on a eu des situations. Ouais, reprendre un rythme normal, s'entraîner aussi, travailler pour cette dernière ligne droite. C'est pas une bonne opération ce soir. Il va falloir aller récupérer des points à l'extérieur, donc dès la semaine prochaine à Bastia, pour rattraper ces 3 points de perte de domicile. C'est vrai que ça a été une très belle semaine, avec 2 victoires. À la fin, ça a été compliqué. On a envie de motiver les coéquipiers. Voilà, on joue la survie d'un club. Les gens pensent que les footballeurs professionnels, on est des égoïstes, qu'on pense qu'à nous-mêmes, mais non. On pense aux gens qui travaillent au club, qui sont là depuis bien longtemps, qui n'ont pas les mêmes salaires que les footballeurs. Et voilà, on se devait de motiver tout le monde. Et ça passe par ça, c'est-à-dire qu'on joue la survie d'un club. C'est une institution, un club, le Stade Malherbe est une institution. Et il faut sauver le Stade Malherbe. Oui, il faut sauver le Stade Malherbe. On espère en tout cas que les joueurs de Caen vont réussir à se sortir de ce mauvais pas, car ils sont hélas eux aussi concernés par le maintien. En tout cas, on regardera tout à l'heure le classement, mais il y a beaucoup d'équipes qui vont être concernées. En tout cas, la fin de saison en Ligue 1, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être sympa, aussi bien en haut qu'en bas, qu'au milieu, que les places européennes. Tout le monde se suit. Et c'est vrai que ça va être très, très compliqué, mais ça va être aussi un beau suspense. Et là, je pense déjà, en temps normal, il y a beaucoup de buts en ce moment, mais je pense que la clochette ne va pas arrêter de sonner parce qu'à mon avis, il n'y aura plus de milieu de terrain. Ça va jouer attaque-défense. Ça va jouer de tous les bouts et en tout cas, ça va être assez sympa. Ça sent, oui.
Allez, on passe on va du côté du Parc OL avec l'Olympique lyonnais qui lui marche très bien en Europa League, car il a quand même infligé un 7-1 à la Z Alkmaar. Et bien justement, l'OL recevait Metz. Et oui, ça a été difficile pour cette équipe messine qui s'incline 5-0 avec tout d'abord un premier but de Memphis Depay qui arrive de Manchester United. Il a eu un peu de mal au début, il n'est pas encore à 100%, donc ça promet. Il a déjà inscrit ce but à la 43e minute de jeu. Bon, je pense que n'importe qui le mettait, celui-là le premier, il n'était pas trop difficile, mais bon, des fois c'est les plus difficiles. Le deuxième, par contre, est magnifique à la 53e minute de jeu. C'est le défenseur messin qui récupère le ballon, mais Memphis Depay va lui reprendre dans les pieds et marquer un beau but en tout cas. Et ça fait un doublé pour lui. Et ensuite, c'est Ivan Bayou à la 74e minute de jeu, l'Espagnol du FC Metz, qui lui marque contre son camp. Et c'est aussi Memphis Depay qui avait initié ce ballon. Il est parti côté gauche. Il a voulu redonner à Lacazette tout de suite. Mais c'est Bayou qui a contré ce ballon et ça finit au fond des filets. Et ensuite, Lacazette lui marque son but à la 78e minute de jeu. Et Valbuena conclut le festival d'un superbe lob à la 90e minute de jeu. Et ça fait 5-0 pour Lyon. En ce moment, c'est le tarif. On marque beaucoup du côté de Lyon. Et tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. En tout cas, pour la Ligue 1. Vous allez entendre justement la réaction de Memphis Depay, qui lui aurait voulu un triplé. Mais bon, je pense déjà 2 buts, c'est déjà pas trop mal. Mais en tout cas, ça promet pour l'avenir, en tout cas du côté de Lyon, avec ce jeune joueur. Et Inchberger, lui, il dit simplement qu'à 2-0, on pouvait encore y croire. À 3-0, le match est terminé. Memphis, congratulations. What is the feeling after this? Félicitations. Quel est votre sentiment après votre match et vos buts? Bien sûr, je suis heureux de marquer 2 buts, mais j'aurais bien aimé quand même ce soir marquer un triplé. On a marqué 5 buts, je suis content. On a gagné avec un grand score aujourd'hui devant nos supporters. Ça va vous donner beaucoup de confiance pour la suite? Oui, bien sûr. Je suis déçu de ne pas avoir pu jouer l'Europa League. Mais je me sens bien, je suis satisfait et je vais essayer de continuer comme ça. Oui, tous les gars autour de moi sont bien, assez drôles. C'est une équipe assez jeune. Pour le moment, je me sens très heureux et voilà, il est très satisfait et elle lui dit congratulations, félicitations, effectivement, félicitations à Memphis Depay, 2 buts pour lui aujourd'hui. Ouais, de toute façon, on savait que ça serait pas facile, ça c'est la première chose. Après, c'est vrai qu'on rate quelque chose d'apparemment facile. Je n'étais même pas bien installé encore, donc j'ai pas trop bien vu. Voilà, après, mon plus gros regret, c'est qu'on soit pas 0-0 à la mi-temps, parce qu'on était capable de le faire. En plus, on prend un but où on n'a pas la réussite, il y a le poteau, le dos de Thomas, enfin bon voilà, c'est la réussite des équipes de tête. Bon, après, c'est vrai que ce but il nous a fait mal quand même, parce que bon finalement on est bien rentré dans le match avec cette grosse occasion, on a bien fini notre mi-temps globalement. Après c'est sûr que pendant 30 minutes on a souffert, quand les Lyonnais ça commence à dépoter un petit peu, c'est très compliqué. Donc voilà, après l'objectif en deuxième mi-temps c'était dans un premier temps rester solide, pas encaisser du moins le deuxième but trop vite. Après à 2-0 vous savez que vous pouvez rester dans le match. Voilà. Et le troisième, il clôture l'affaire, quoi. Oui, il clôture l'affaire, en tout cas, ça ne fait pas les affaires du FC Metz, qui lui aussi est concerné par le maintien. Et c'est une défaite, en tout cas. Et c'est vrai que l'Olympique lyonnais, pour le moment, marche très fort, marque beaucoup de buts, en tout cas, et n'en encaisse pas beaucoup. C'est intéressant, en tout cas, pour Jean-Michel Aulas, qui était content à la fin du match. Et maintenant, on va s'intéresser au Classico avec Fred qui est parti. Là, il nous a quittés. Il est avec sa tablette. Ça, il est heureux avec la tablette. Ah oui, il est hyper content. Là, ça y est, il a eu la tablette. Ça y est, il part. Eh bien oui, le Classico a tourné un peu court. Ça, il était assez rapide. Et on a vu un Paris Saint-Germain qui, lui, était concentré en tout cas sur son objectif. Et qui ouvre le score dès la 6e minute de jeu. Donc déjà, ça commence mal pour cette équipe marseillaise. Elle encaisse un autre but d'Edinson Cavani à la 16e minute, donc c'est-à-dire 10 minutes plus tard. Là, on se dit que l'affaire se corse. Et en plus, on voit un Paris Saint-Germain qui joue, mais après, je ne sais pas si vous me contredirez. Il y a Benjamin qui est dans le studio.
Il n'est pas là, il n'a pas vu le match. Bon, enfin bref. Après, ça se complique. Le Paris Saint-Germain, on n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment forcé dans cette rencontre. Ensuite, Lucas Moura va inscrire un but à la 50e minute de jeu avant que Julian Draxler, à la 61e, lui n'inscrive le 4-0. Marseille va sauver l'honneur en marquant par Rodfani à la 70e minute de jeu. Mais c'est finalement Blaise Matuidi à la 72e qui va clore le score. Un score lourd pour cette équipe marseillaise, 5-1. Mais il faut aussi dire qu'il y a un projet du côté de Marseille avec un investisseur qui a apparemment de gros moyens, voilà ce qui se dit, et sans doute que Marseille aura une équipe plus compétitive la saison prochaine. On l'espère en tout cas, mais c'est vrai qu'il va falloir aussi que les équipes se mettent au niveau des équipes comme Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est un bon moteur aussi également pour les autres équipes. Je pense, comme le disait Unai Emery cette semaine, que le championnat de France, pour lui, va être un des plus forts en Europe dans les prochaines années. Est-ce que c'est ce qu'il constate en tout cas? C'est ce qu'il a dit cette semaine. Je ne sais plus sur quel site j'ai vu ça. Je ne sais plus sur Mercato, Maxifoot, enfin bref, peu importe. Et il disait que la Ligue 1 était compétitive. Il y avait beaucoup de buts et que c'était dans les années à venir un championnat qui va peut-être pas forcément devenir majeur, mais je veux dire qui va devenir un très bon championnat. En tout cas, on espère qu'il aura raison. Comme ça permettra de voir de très belles rencontres, et surtout sur le plan européen. C'est ce qui manque un peu aux équipes françaises, d'être compétitives. Mais c'est vrai que quand il y a les locomotives dans le championnat, c'est toujours plus facile. On va écouter justement les réactions après ce match, la réaction d'Evra qui lui a indiqué que les joueurs n'avaient pas respecté l'Olympique de Marseille, que les meilleurs dans cette rencontre, c'était les supporters. Et Blaise Matuidi, qui lui, justement, il dit qu'ils ont respecté cette équipe de Marseille. C'est ça, respecter l'adversaire aussi, c'est lui infliger 6-7 buts si l'équipe en face le mérite. Je pense qu'il y a un moment, il faut se dire la vérité, on est passé complètement à côté. On a même oublié de jouer notre football. Donc aujourd'hui, les seules personnes qui étaient dans le coup, c'est les supporters. Donc on est vraiment désolé, mais après, j'aime pas m'excuser. Moi, ce que j'aime, c'est travailler et que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Mais aujourd'hui, il faut pas se mentir, on n'a pas du tout été à la hauteur. Paris a été largement au-dessus et en plus, ils ont même pas forcé. Donc il faut prendre ses responsabilités. C'est pour ça que moi, de venir et de m'arrêter et de vous dire ce qui s'est passé ce soir, il n'y a pas voilà, je suis désolé pour les supporters parce que franchement, il y avait une superbe ambiance. Tous les efforts qu'ils ont fournis, nous malheureusement on les a pas suivis. Donc à l'arrivée, voilà, il faut assumer, mais après il faut pas commencer à parler, à dire que le projet c'est sur un match. À l'arrivée, tu perds 3 points. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est les Marseillais. Quand demain ils vont se réveiller, ils vont se faire chambrer, etc. Et nous-mêmes, qu'on n'a pas été à la hauteur. Chercher de faire un exploit parce que Paris est au-dessus de Marseille pour le moment, il faut avoir un peu d'humilité, mais quand tu démarres un match comme ça et tu prends un but comme ça au bout de 3 minutes, l'exploit il est presque impossible, c'était mission impossible. Ouais, quand c'est un classico comme ça, gagner 5-1 au Vélodrome comme ça arrive pas tous les jours, donc c'est vrai que ce soir ça a été vraiment un match plein, on a maîtrisé le match du début à la fin. Là on est satisfait, on voit qu'on est vraiment bien depuis janvier, on perd pas et on arrive lors des grands matchs à répondre présent, à maîtriser les matchs. Ce soir, on a vraiment fait une belle partie. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a gardé la tête froide. On savait qu'avec l'apport du public, ils allaient essayer de pousser dans les premières minutes, mais on est resté concentré et appliqué surtout. Et c'est ce qui fait qu'on a gagné. Et surtout, on a respecté aussi l'adversaire. On n'a pas été chambreur. On a fait ce qu'il fallait pour en marquer encore. Et voilà, on aurait pu encore en marquer plus, mais on est content de cette victoire et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à nos supporters qui n'ont pas pu faire le voyage, on leur dédie vraiment cette victoire. Bah oui, on dédie cette victoire aux supporters, c'est ce que a indiqué Blaise Matuidi à la fin de cette interview. Avec quelques chiffres pour revenir sur ce OM PSG, pour vous rappeler quand même que pour un moment, il y a eu 91 confrontations, toutes compétitions confondues. Le bilan est pour le moment de 39 victoires pour le PSG, 33 pour l'OM, 19 matchs nuls, 124 buts pour le Paris Saint-Germain, 113 pour l'OM. Alors là, il faut savoir que le PSG s'est imposé 12 fois au stade Vélodrome. Et l'OM a gagné 10 fois au parc, 9 fois au Parc des Princes et 1 fois à Saint-Ouen. Et la moyenne de buts marqués est d'environ 2,6 buts. Donc on espère en tout cas voir d'autres classicos, mais qui se joue, qui a un peu plus de suspense en tous les cas. On verra si Franck McCourt, justement, le nouvel actionnaire de cette équipe de l'Olympique de Marseille, met les moyens. Je pense
qu'après ce match, je pense qu'il va sans doute les mettre pour la saison prochaine. S'il fallait en tout cas des arguments pour amener un petit peu de monnaie du côté de l'Olympique de Marseille, je pense que cette défaite va enclencher, on l'espère, des arrivées cet été lors des transferts. Allez, on va appeler Alexis de Freitas, Monsieur Fitch. Ça y est, il s'est endormi là. Il s'est endormi sur la tablette. On va justement parler, juste avant de venir à la Ligue 2, on va parler des équipes de jeunes du FC Sochaux-Montbéliard avec l'équipe de CFA, avec dans le derby franc-comtois entre Sochaux et Pontarlier. Entre Sochaux et Pontarlier, oui, on nous appelle. Ça y est, c'est quoi? C'est la valise? C'est la valise RTL, non? C'est la valise RTL? Ah. Non, absolument pas. Non, si c'est la valise RTL, je vais rappeler des mauvais souvenirs à mes parents. Parce que la valise RTL a appelé chez mes parents. Oui, c'est vrai. Non, et la voisine était venue frapper à la porte, mais il n'y avait personne et c'était un truc de dingue. Oui, c'était incroyable, mais la valise RTL avait bien appelé en tous les cas. Mais là, c'était pas la valise, là, il n'y avait pas d'argent à gagner, donc ça nous aurait fait du bien quand même. Ça nous aurait permis de racheter un peu de matériel ici, ça aurait été, absolument. Ça aurait été un petit peu, ça aurait été très sympathique en tout cas. Allez, justement, on va accueillir Alexis de Freitas. Est-ce que tu nous entends, Alexis? Oui, je vous entends. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Bah écoute, ça va mieux. On a démarré un petit peu l'émission sur on va dire sur une jambe. Là, on est reparti sur 2 jambes, donc tout va bien. Allez, on va parler un peu des équipes du FC Sochaux-Montbéliard qui étaient sur le pont ce week-end. Alors après un match nul et vierge à Dijon, les Sochaliens recevaient le CA Pontarlier, donc derby franc-comtois qui est actuellement leader du groupe. Dans le seul match du week-end pour le centre de formation du FCSM. Alors est-ce qu'ils ont poursuivi cette série positive de deux matchs sans défaite? Eh bien non, hélas, les Sochaliens ont chuté à domicile contre une belle équipe de Pontarlier. Donc pour ce match, on avait un 11 assez renforcé avec Maxence Prévost au cage, une défense à 4 avec Ryan Senadji latéral droit. Lui, il remplaçait donc Keyubi qui est blessé depuis le week-end dernier, comme on l'avait dit, et Romain San à gauche à la place de Jason Pendant. Au centre, on avait les 2 néo-professionnels avec Jean Ruiz et Ibrahima Konaté. Un milieu à 3 avec Sofiane Daham et les 2 expérimentés professionnels Larbi et Berenguer. Et devant, une attaque à 3 avec les ailiers Guirassi à droite, JB Léo à gauche et Thomas Robinet en attaquant de pointe. Donc pour parler du contenu, on a une première mi-temps assez équilibrée avec très peu d'occasions, 2 équipes engagées, beaucoup de duels. Un match assez haché, où il faut attendre la 40e minute pour que Maxence Prévost intervienne sur, on va dire, la seule occasion de cette première mi-temps. Donc, une première frappe assez intéressante de la part de Vieille. Et donc, à la mi-temps, un score nul et vierge de 0-0. En deuxième mi-temps, eh bien, on sort des Sochaliens plus présents, mais qui n'arrivent toujours pas à obtenir d'occasion. Et ça s'explique par le fait qu'on n'arrive pas à se mettre en position de frappe, donc à avoir cette situation pour créer le danger. Et alors qu'on s'attend peut-être à la première situation franche des Sochaliens, avec un coup franc bien placé pour Mohamed Larbi, c'est tout le contraire qui va se passer, puisque le coup de pied arrêté va être repoussé par la défense de Pontarlier avant d'offrir un contre fatal, puisque c'est sur cette action que le Pontarlier va ouvrir le score. Donc Vieille, qui avait fait du mal au match aller, avec sa bonne vision, fait une passe juste pour Gomaris qui, tout seul devant Prévost, ajuste facilement le portier sochalien. Donc à l'heure de jeu, on est mené 1-0 et on n'arrive pas vraiment à se procurer d'occasion, comme je l'ai dit auparavant. On a une seule situation dans ce match, enfin une seule réelle situation, avec un coup franc de l'arbitre qui termine juste à côté des cages adverses. Et pire encore, on va concéder un deuxième but sur un coup de pied arrêté où Miranda, je pense que beaucoup de supporters sochaliens se souviennent de lui puisqu'il avait été buteur contre les professionnels en Coupe de France cette saison, se retrouve seul au second poteau et il a juste à reprendre ce ballon pour inscrire le but du 2-0. 2-0, ça sera donc le score final. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le match? Une très belle équipe de Pontarlier, comme on l'a dit auparavant. Une équipe qui mérite sa première place puisqu'elle est solide, expérimentée et elle sait gérer ses temps forts en les concrétisant. Elle marque régulièrement sur
le peu de situations qu'elle a, donc elle se met à l'abri, puis après derrière c'est solide. Il y a une très bonne défense, notamment on a le capitaine de cette équipe, Xavier Marquez d'Arocha, qui est passé par Sochaux, tout comme quelques autres joueurs. Et côté sochalien, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai trouvé la prestation de Thomas Robinet assez intéressante. Donc Thomas Robinet qui a commencé le match attaquant de pointe et qui l'a terminé latéral droit, puisque avec la sortie de Ryan Senadji et la blessure de Keyubi, on n'avait pas de latéral droit sur le banc, donc c'est Thomas Robinet qui a pris le poste et il a fait un très bon match. Défensivement, il a été solide, tout comme on le voit en pro, il fait beaucoup d'efforts défensifs, donc il est très intéressant, donc il a fait le boulot. Le jeune Romain San, pareil, il a confirmé son bon match contre Dijon. Il y aura une copie propre, un match sérieux et appliqué. Puis on a la charnière centrale Ruiz Konaté qui semble montrer satisfaction. C'est une charnière assez solide. C'est vraiment costaud pour de la CFA2, donc à suivre. Mais c'était vraiment intéressant. Et sinon, au classement, les Sochaliens sont 8e. Égalité de points avec le FC Guignon qui est 7e. Et on compte donc 11 points de retard sur le leader, donc Pontarlier, qui était l'adversaire du week-end. Oui, une belle équipe de Pontarlier dont on a reçu quelques joueurs ici et on est monté aussi là-bas et on remontera là-bas parce que je pense que cette saison, la montée, car ils ont encore 2 matchs en retard Pontarlier, je pense que la montée, on va pas leur porter la poisse comme on dit, mais je pense que la montée ça devrait être bon pour cette saison en tout cas. C'est vrai que c'est une belle équipe de CFA2, c'est vraiment complet, c'est appliqué. Puis il y a des bons joueurs, la preuve, il y a beaucoup, il y a des anciens qui n'ont pas été conservés par Sochaux du centre, qui apportent leur expérience. C'est vraiment, l'expérience, je pense, c'est leur atout. On les sent vraiment confiants, ils doutent très peu et c'est vraiment difficile de les bouger à l'image de ce match où on a eu une occasion qui n'est pas cadrée d'ailleurs. Donc vraiment difficile à bouger cette équipe. Oui, et puis en plus avec les arrivées de Miranda et Gomaris qui arrivaient de Jura Sud, ils se sont, eux, vraiment renforcés sans perdre beaucoup de joueurs donc à l'intersaison. Donc c'est plutôt une bonne chose et on espère en tout cas qu'elle montera en CFA car ils le méritent. Allez, pour terminer, un mot sur le programme du week-end pour nos autres équipes sochaliennes, puisque la CFA2 sera au repos ce week-end. On en profitera pour refaire les matchs de CFA2. On en parlera tout à l'heure avec un Ornans Racing Besançon qui va sentir la poudre. On passe déjà samedi à 16h, c'est ça? C'est ça, donc premier match du week-end, samedi 16h. Donc ça sera le week-end sochalien, donc de retour à la compétition, puisque ils ont fait une coupe en futsal, donc c'est une coupe où c'est du futsal et ça permet de reprendre pour éviter les blessures, donc de reprendre tranquillement, même si c'est de la compétition, mais c'est surtout puisque les terrains sont souvent impraticables, donc ça tombe en début d'année, donc ça c'est bien pratique et ça permet de pas perdre le rythme. Et aussi un match amical, donc là ils étaient en vacances et donc ils reprennent, comme tu l'as dit, samedi à 16h, donc toujours premier de leur groupe avec 5 points d'avance sur l'AG Auxerre 2e, et toujours invaincu, et ils affrontent en 8e de finale de Coupe de Franche-Comté le CA Pontarlier justement. Et le match a lieu au stade André Amerly à Pontarlier pour ceux qui veulent aller voir. Et ça va être un match à mon avis très intéressant puisque les deux équipes s'étaient qualifiées en 16e de finale en mettant des scores assez lourds. Les 15 Sochaliens l'avaient emporté 18-0 contre l'US Sochaux, tandis que Pontarlier, qui est 10e en championnat, a éliminé Jura Sud 4-1 à l'extérieur. Donc un match qui promet. Oui, ça va, 18-0, il y a de la marge. Ça fait mal, une défaite qui fait mal. Et dimanche à 15h, alors c'est ça, il y aura aussi les 19 Sochaliens, pardon. Et oui, dimanche à 15h, donc ça sera pour le championnat avec les U19 et les U17. Donc les U19 qui sont 4e de leur groupe à 7 points du deuxième, l'AS Nancy-Lorraine, c'est donc l'objectif fixé à la mi-saison et ils ont un match de retard sur Nancy, recevront la SPTT Dijon qui est 12e du championnat. Donc ça sera au stade René Blum dans le cadre de la 21e journée de championnat. On rappelle que les U19 Sochaliens restent sur une victoire 4-2 à Épinal. Et donc on aura également à la même heure ce dimanche les U17, donc les U17 premiers avec 10 points d'avance sur le deuxième qui est le FC Metz, recevront le stade de Reims. Donc c'est un match en retard de la 17e journée de championnat, donc ils sont seuls à jouer, donc ça peut leur permettre de creuser l'écart avec le stade de Reims qui est avec Metz et même le stade de Reims, puisque le stade de Reims est largement derrière 10e du groupe. Et ça nous permettrait donc
de se rapprocher des playoffs, on va dire, puisqu'il va rester plus beaucoup de matchs. Et c'est vrai que si on creuse l'écart avec le FC Metz, on a déjà 10 points, on peut monter à 14, donc ça pourrait être intéressant. Surtout qu'il faut poursuivre cette spirale positive, puisqu'on reste sur une victoire 2-1-3 dans un match qui était compliqué. Et pour ceux qui veulent aller voir ce beau match, puisque ça promet entre deux belles équipes qui quand même l'équipe pro en Ligue 2, et ben ça sera au stade du centre de formation à Seloncourt. Eh ben, on espère qu'il y aura du monde pour justement aller voir toutes ces belles rencontres. Eh ben, merci en tout cas Alexis. Et puis bon, on se retrouve peut-être lundi. Je sais pas si non, il y aura pas énormément de rencontres apparemment. Eh ben, lundi, on aura quand même. Je parlerai donc du match de Coupe de Franche-Comté de U15 rapidement. D'accord. Et on reviendra surtout sur le championnat, donc les U19 et les U17, puisque ça nous promet des belles affiches, comme tu l'as dit. Eh ben, c'est parfait alors. À lundi prochain, bonne semaine et bon week-end à toi. Enfin, bonne semaine, parce que le week-end, c'est pas encore tout de suite, mais je m'y prends un peu à l'avance là. Ça marche, bonne semaine, à lundi. Allez, à bientôt, à lundi. Et ben voilà, après Alexis, on va parler cette fois-ci de la Ligue 2 avec le beau jingle. Allez, justement, la Ligue 2, on en parle tout de suite avec la 27e journée. On va vous donner tous les résultats de cette journée avec quelques petites surprises. On va commencer par le Red Star qui est allé s'imposer du côté de Niort 3-2. Orléans qui n'en finit plus depuis qu'ils ont battu Sochaux, ils n'arrêtent pas de gagner et ils se sont imposés en tout cas du côté du stade de la Licorne. C'était face à Amiens avec un doublé pour Barreto à la 30e et 90e minute de jeu. Le Havre, lui, prochain adversaire des Sochaliens, on en parlera dans quelques instants, s'est imposé face à Auxerre avec un but de Gimbert, 51e minute de jeu, qu'on avait reçu d'ailleurs dans cette émission la saison dernière. J'aurais bien voulu le recevoir ce soir, car c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. On avait passé un excellent moment. On le verra, peut-être qu'on le rencontrera ce vendredi du côté du stade Bonal avec la rencontre Sochaux-Le Havre. Nîmes et le Gazélec Ajaccio ont fait match nul, un but partout. Strasbourg a été battu sur son terrain par Clermont, comme quoi Clermont nous avait mis mal à l'aise du côté du stade Bonal en faisant faire match nul 3 buts partout, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont exacts, alors qu'on menait 2-0, c'est ça, ne me contredis pas Fred. Il dort, ça y est, il est sur la tablette, il est sur Mythique. Mythique.com.fr. Non, je fais pas de site de rencontre. Tu fais pas de site de rencontre. Non. T'es pas comme ça alors. Je suis sur Facebook. Ah, d'accord. Bon, c'est tout alors. Ah ouais. Allez, avec Clermont, donc, que je disais, qui a battu Strasbourg 2-0. Il y a Bourg-Péronas qui est allé s'imposer du côté de Laval 4-2. C'est bien pour les coéquipiers, en tout cas, d'Aurélien Fèvre. Et puis, ce samedi, il y avait le derby du Nord avec Lens qui recevait Valenciennes. Et c'est Lens qui s'impose 2-0. Dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, oui, c'est un petit peu loin. Et on va revenir sur le match qui nous intéresse entre l'AC Ajaccio et Sochaux. Alors, un match... un match quand même très compliqué. Très, très compliqué pour les deux équipes. De toute façon, il y a juste à regarder les stats. Moi, je me suis à moitié endormi devant, donc... je dormais que d'un œil, je suis comme les Ishas, quand Sochaux joue, je dors que d'un œil, mais là franchement c'était quand même pas terrible, quand on regarde les stats. 2 tirs cadrés pour Sochaux, 5 pour le club corse. Bon, c'est vrai qu'en termes des fautes commises, 11 fautes commises pour Ajaccio, 10 pour Sochaux, 3 cartons jaunes pour Ajaccio, 2 pour Sochaux, 8 corners pour la CA et 5 pour Sochaux. Mais là, en tout cas, en ce qui concerne les corners, les coups de pied arrêtés, il va falloir quand même que ça progresse du côté de Sochaux, parce que quand même, ils ont été vraiment mal frappés, parce que je pense que dans cette rencontre, il y avait quand même moyen de faire autre chose et surtout de remporter ce match, car je n'ai pas trouvé une grosse équipe corse en face, même si ça faisait 3 matchs qu'elle était invaincue sur son terrain.
Mais en tout cas, c'est bien dommage pour Sochaux parce que quand on veut essayer de remonter dans le bon wagon, il faut montrer autre chose sur le terrain. Et on ne l'a pas fait. En tout cas, on espère que ça sera partie remise et que ça se fera en tout cas contre le Havre, qu'on s'imposera en tout cas pas forcément de belle manière, mais il faut des points en ce moment si on veut se rapprocher du podium. Et bien justement, on va écouter le résumé de cette rencontre Ajaccio-Sochaux. L'AC Ajaccio 13e reçoit Sochaux 8e, une équipe corse qui fonctionne très bien à domicile et elle va encore devoir compter sur une bonne prestation à la maison pour essayer de continuer à monter au classement. 4e de la Dominos League 2 sur les matchs à domicile. Les Corses restent sur 3 succès à la maison, pourquoi pas un 4e de suite, ça commence bien avec cette frappe de Moussa Mazou. Mais l'international nigérien rate le cadre. Une bonne entame de match pour les joueurs d'Olivier Pantaloni. Sochaux réagit enfin avec Moussa Sao pour le centre. La défense se dégage comme elle peut. Les Sochaliens qui eux se comportent plutôt bien à l'extérieur, 5e équipe du championnat, loin de son stade. Mais le problème de Sochaux, c'est qu'il n'y a eu qu'une victoire sur les 7 derniers matchs. La confiance n'est plus trop là ces derniers temps pour les joueurs d'Albert Cartier. L'AC Ajaccio n'en a pas profité à la mi-temps, 0-0 entre les deux équipes. Côté Corse, Joris Sainati est présent, tout comme Riyad Nouri, le capitaine. Mouad Madri, Marvin Gagpa, Moussa Mazou sont présents devant. Seul Boekan suspendu et Lipini et Cavalli blessés ne sont pas là. L'AC Ajaccio qui continue à avoir le meilleur visage sans pour autant réussir à marquer le premier but du match. Encore une chance sur cette reprise. La tentative de Mohamed Madi Camara et le ballon capté par Christopher Dilo. Sochaux n'est pas sorti de sa moitié de terrain depuis un petit moment jusqu'à ce tir intéressant de Faneva Andriatsima. Le meilleur buteur sochalien trouve sur sa route Rifi Mandanda. Sochaux qui évolue toujours sans Werner, Martin et Tousgar. Mais Sao, Tardieu, Honora et Andriatsima sont bien là. Adolphe Tekeu est de retour. Il porte le brassard de capitaine, le vainqueur de la CAN avec le Cameroun. Adolphe Tekeu et sa défense sollicitée, car c'est l'AC Ajaccio qui continue à avoir les meilleures situations. Mais Christopher Dilo est bien présent dans le but sochalien. Encore une petite chance pour l'AC Ajaccio avec ce centre, mais le ballon est repoussé par Sochaux. Et au final, 0-0 entre l'AC Ajaccio et Sochaux. Oui, sur cette rencontre, on va dire que Sochaux a été costaud avec le retour d'Adolphe Tekeu. C'est une bonne chose en tout cas dans la défense sochalienne. On retrouve la paire Ogier-Tekeu. On a été costaud, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, on n'avait pas forcément de milieu créatif parce que Berenguer n'était pas là. On avait Jando Fuchs, on avait Florian Tardieu qui en plus avait une grave blessure, une blessure à l'épaule. Donc Johan Ramaret qui est rentré après, mais pour moi ce sont tous des milieux défensifs de vocation en tout cas, donc forcément ils vont pas vraiment vers l'avant. J'espère en tout cas que Mohamed Larbi va se remettre vite au niveau. Johan Tousgar aussi également qui je pense vont nous apporter dans les semaines à venir, mais on a quand même des matchs importants contre le Havre, on le soulignait aussi avec Fred tout à l'heure, contre Lens qui vont arriver, mais c'est un peu le paradoxe. On fait souvent des meilleurs matchs contre ces grosses équipes que contre les petites équipes. C'est vrai qu'après, les équipes qui sont en bas de classement, elles viennent souvent, quand elles viennent en tout cas du Stade Bonal, elles restent à 11 derrière. Un peu à l'image de ce qu'a fait Auxerre au Havre ce week-end. J'ai écouté les réactions justement du côté du Havre. Mais ils disaient pareil qu'Auxerre était derrière. Ne bougeait pas et puis attendait le contre. Après, c'est un peu de bonne guerre quand on est dans la zone de relégable. C'est comme ça qu'il faut jouer. Sochaux, on l'a fait quand on a été très mal. On faisait un petit peu pareil. Donc, c'est cette bonne guerre en tout cas. Justement, on va écouter les réactions d'Albert Cartier et d'Olivier Pantaloni qui lui dit que son équipe a fait un excellent match parce qu'en face, il y avait quand même un adversaire costaud, le plus costaud qu'il ait vu jusqu'à maintenant. Donc ça va plaire aux Sochaliens en tout cas, peut-être pas forcément aux supporters parce que sur les réseaux sociaux on voit des choses énormes après les rencontres, mais en tout cas lui il dit qu'il y avait un adversaire costaud en face et que son équipe en tout cas a fait un excellent match. Pour Albert Cartier, il y a eu de gros déchets techniques qu'il n'a pas vu souvent dans cette équipe sochalienne et on va écouter justement leur réaction. Non, moi j'ai trouvé mon équipe très bien ce soir. Je pense que c'est pas du tout les mêmes matchs que les matchs qu'on a vécu précédemment. Il faut tenir compte de l'adversaire qu'il y avait en face. Et moi, j'ai félicité au contraire les joueurs de leur prestation. Parce qu'il y avait du lourd en face, c'était très solide, il fallait être attentif. Et j'ai trouvé qu'avec l'équipe qu'on a alignée ce soir,
Ça a répondu véritablement à ce qu'on attendait. Beaucoup de sérieux, beaucoup d'application, aucun relâchement à aucun moment. Après, on n'a pas été flamboyant dans le jeu, mais il faut tenir compte aussi de l'adversaire qu'on avait en face. Et il fallait surtout ne pas commettre d'erreurs face à cette équipe, et c'est ce que l'on a bien fait. Non, moi je suis entièrement satisfait de ce qui s'est passé. Encore une fois, on a fort à faire. Hein. C'est peut-être une des équipes les plus solides de ce championnat. Enfin, moi, elle m'a fait grosse impression quand je vois l'effectif qu'ils alignent, le banc de touche qu'il y a, et les joueurs qui sont laissés à Sochaux. Je me dis que on a accompli un bon match ce soir, et c'est un très bon point de prix pour moi. Oui, je trouve, de notre part en tout cas, qu'on a eu beaucoup de déchets techniques, un peu surprenants dans ces erreurs techniques que l'on a faites, mais par contre on a gagné en sérénité défensive, chose qu'on avait peut-être un peu perdue dernièrement. Alors est-ce que c'est la rentrée de Adolphe Tequeux derrière qui nous a permis d'être un peu plus serein, et puis peut-être aussi celle de Joe Ramaré quand il est rentré en cours de jeu. C'est un match difficile parce qu'on sentait très bien que l'une ou l'autre équipe qui allait marquer allait faire la différence et allait prendre le score et ne plus le lâcher. Donc il y avait toujours un petit peu, d'un côté comme de l'autre, cette anxiété de dire si on encaisse un but, ça risque d'être compliqué pour nous pour la suite. Donc aucune n'a fait de cadeau, et surtout n'a donné un minimum de situations. Nous, on a dû s'en créer, on va dire 2 ou 3 peut-être sur tout le match. Et Ajaccio peut-être autant d'ailleurs. Donc finalement, c'est un score qui me paraît peut-être assez logique, vu aussi parfois la faiblesse technique qu'il y a eu dans ce match. Surtout en première mi-temps, effectivement. Surtout en première mi-temps, où nous, on a manqué d'impact offensif, notamment sur les côtés, alors qu'on a des joueurs de transition, des joueurs qui ont des capacités de vitesse et de percussion qui pouvaient être beaucoup plus dangereux que ce qu'ils l'ont été en première mi-temps. Bah oui, beaucoup plus dangereux, c'est vrai. On manque d'impact offensif, ça s'est vu sur cette rencontre, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs créatifs, il n'y a pas eu beaucoup de milieux créatifs, et c'est vrai que c'est difficile quand les corners sont mal frappés, quand les coups de pied arrêtés sont mal frappés, les attaquants ils font ce qu'ils peuvent, et c'est vrai que c'est compliqué en tout cas. Bon, on espère que les Sochaliens vont se rattraper du côté du Havre ce week-end, avec une équipe havraise qui revient en tout cas dans les premiers rangs, parce qu'elle a eu une dizaine de 10 matchs où elle n'a pas eu de succès. Mais justement, avant de parler de tout ça, on va vous rappeler qu'il y a une place à gagner pour Sochaux-Le Havre. Hein. Ça sera ce vendredi soir au stade Auguste Bonal. Un beau match entre deux belles équipes, deux équipes qui se tiennent au classement, au classement des défenses d'ailleurs. Ce sont des bonnes défenses. Par contre, au côté attaque, elles ne marquent pas beaucoup de buts. En fait, elles se tiennent, elles sont juste l'une derrière l'autre. Je crois en 15e et 16e. 15e, ça va être Sochaux au niveau des attaques, et 16e, Le Havre. Et au niveau des défenses, Sochaux est la deuxième défense et Le Havre la troisième. Donc, Le Havre est une équipe qui va de l'avant. Donc, en tout cas, vous avez une place à gagner. Vous avez juste à appeler au 03 81 50 67 81. Vous nous donnez le score du match aller. Le score du... Ah, je me suis trompé, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? à la fin. Ah, j'ai dit 51, j'avais dit quoi? Non, t'as dit 81. D'accord, donc là, vous allez tomber chez quelqu'un d'autre. 03 Donc, 81 vous demanderez, 50 67 vous demanderez la place, et je pense que la personne ne va pas comprendre. Donc voilà, donc le numéro vient de donner. De toute façon, vous allez sur Chalon-Besançon. Ce sont les auditeurs de oui, Radio ils le connaissent. Ils le connaissent par cœur, le numéro. Il est sur la touche bis, il y a juste à taper bis, et puis c'est parti. Donc appelez-nous, on vous demande juste le score du match aller. Donc il suffit de regarder sur Internet. Si vous vous en souvenez plus, ça sonne déjà. Peut-être que c'est un premier gagnant. Et on va revenir sur justement sur cette équipe du Havre qui va rendre visite à nos Sochaliens ce vendredi, avec justement l'entraîneur du Havre, Oswald Tanchot. Vous savez qu'il a remplacé Bob Bradley, qui était parti au mois d'octobre du côté de Swansea en Angleterre. Et cette équipe havraise a eu beaucoup de mal. Elle a eu un gros passage à vide, comme je disais tout à l'heure, d'une dizaine de matchs sans succès. Et là, ils viennent de repartir de l'avant. Ils ont battu Bourg-en-Bresse-Péronnas 3-0. Ensuite, là, ils viennent de battre Auxerre 1-0. Ils sont en tout cas sur une bonne dynamique. Et eux, contrairement peut-être
aux supporters de Sochaux qui ne croient plus à la montée. Eux, les joueurs à vrai, croient encore à la montée parce qu'ils sont qu'à 2 points derrière Sochaux, c'est-à-dire 36 points. Donc pour eux, c'est encore jouable en tout cas. Et vous allez justement entendre l'entraîneur de cette équipe havraise, Oswald Tanchot, qui lui espère sauter Sochaux. Oui, forcément. C'est la spirale, la dynamique. Il faut qu'on valorise nos bonnes prestations par des victoires, Voilà, on a retrouvé le lien avec notre public, ça c'était le plus important. Ça fait 3 matchs où les gens repartent du stade, même contre le Red Star, en étant fiers de leurs joueurs. C'était le plus important. Et on sait que si la communion s'opère avec notre public, on va gagner des matchs chez nous. Et ça peut nous donner une fin de saison sympa. Moi, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que sur le premier tiers, on était une équipe de haut de tableau. Sur le deuxième tiers, on était une équipe du fin fond du classement. Et ce que je veux, c'est que sur le dernier tiers du championnat, on redevienne une équipe de haut de tableau. Et si c'est le cas, peut-être qu'on grappillera des places et qu'on aura des matchs en jeu. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On va aller déjà à Sochaux pour essayer de les sauter. Parce qu'ils sont à portée de points. Et voilà, chaque match comme ça, et si on le fait, on aura un très bon match à jouer la semaine d'après contre, je crois, Clermont à domicile. Voilà, c'est ça l'objectif. Ben oui, c'était Oswald Tanchot et non pas Alexandre Pep qu'on écoutera tout à l'heure. Et c'est vrai que Oswald Tanchot, lui en tout cas espère sauter en termes de points Sochaux, bien évidemment. En tout cas, on ne lui souhaite pas. On ne souhaite pas. On a plutôt envie que Sochaux réalise une belle performance et s'impose justement pour remonter au classement. Et justement, on va vous donner le classement, mais à savoir qu'il y a encore un match dans cette Ligue 2. Ce sera le Stade de Reims qui sera opposé à 20h45 ce lundi au Stade brestois. En tout cas, un beau match entre Reims qui est 5e et le Stade brestois qui est 1er. Et au classement, voilà ce que ça donne. Premier Brest, 48 points, mais un match en moins, le match de ce soir. Deuxième Lens, 43 points, qui revient sur le podium. Troisième Strasbourg, 43 points. Après, on retrouve Sochaux qui, lui, perd une place et se classe 9e, à égalité de points avec Bourg-en-Bresse-Péronas. Bourg-en-Bresse-Péronas qui revient aussi dans le coup, finalement. Tout est vraiment relancé dans cette Ligue 2. En bas de classement, on retrouve 18e Auxerre avec 28 points. Et 19e, le Stade Lavallois avec 24 points et 20e Tours avec 22 points. Allez, on a terminé avec la Ligue 2 en tout cas. On espère que nos Sochaliens feront un excellent match ce week-end. On espère que vous serez nombreux et nombreux au Stade Bonal ce vendredi pour soutenir les jaunes et bleus, car ils ont besoin du 12e homme également. Et nous, on sera bien entendu présents au stade. Allez, on passe cette fois-ci à la 23e journée de National. On va voir si les hommes de Maurice Goldman ont réussi à engranger des points, eux qui n'étaient pas forcément bien en point dans ce championnat. Avec justement ce vendredi Châteauroux qui est battu Avranches 2-1. Boulogne-sur-Mer est allé s'imposer du côté des Herbiers 2-1. Dunkerque a battu le Paris FC 1-0. Sedan qui se réveille est allé battre Chambly 2-1. Le Pau FC et CA Bastia se quittent sur un match nul 0 partout. Créteil est allé s'imposer du côté d'Épinal 1-0. Marseille, Consolat et Béziers ont fait 1 partout. Et ce samedi, Quevilly est allé s'imposer du côté de Concarneau 2-1. Et bien justement, l'ASM Belfort qui se déplaçait du côté de Lyon-du-Cher. Lyon-du-Cher qui était 7e au classement. Et c'est Belfort qui s'impose 2-0. Une belle performance des hommes de Maurice Goldman avec un but de Barros à la 2e minute de jeu. Donc en fait, ils ont ouvert et marqué ce deuxième but. C'était l'idéal en fait quand on marque d'entrée. Dès la 2e minute de jeu, on se met dans le bon wagon. Et Thomas Régnier, la 38e minute de jeu, qui lui marque quelques minutes avant la mi-temps. C'est parfait en tout cas pour cette équipe de Belfort. Où Lyon-du-Cher n'a pas pu revenir en deuxième période et l'ASM Belfort s'impose 2-0. Au classement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne premier Dunkerque avec 40 points, deuxième Châteauroux 38 points, troisième Quevilly 37 points. C'est très serré en national. On voit que le 4e, 5e, 6e, voire 7e jusqu'à Lyon-du-Cher qui a 33 points. Tout est serré, 33, 35, 36, 36. C'est pas 35, 36, mais... Allez, c'est très serré, il n'y a un point d'écart. Et en bas de classement, une bonne nouvelle en tout cas, Belfort sort de la zone de relégable, même s'ils sont à égalité de points avec le 15e, les Herbiers en étant 14e. L'US Avranches est à 23 points et 16e. Épinal est 17e avec 21 points. Et Sedan ferme la marche, 18e avec 17 points. Incroyable quand même de voir Sedan
aussi bas au classement, pourtant qui avait été racheté par les Émirats, hein, il me semble bien, par un prince arabe. Et finalement, il se retrouve en dernière position. Comme quoi, même avec des moyens financiers, voilà, on ne s'en sort pas toujours. Allez, on va passer, cette fois-ci qu'on a fini le championnat national, on va s'intéresser un peu à l'actualité régionale, ce qui s'est passé en Franche-Comté. On va suivre nos équipes franc-comtoises avec tout d'abord le championnat de CFA, avec Jura Sud Foot qui est allé faire un match nul, 1 but partout face à Saint-Louis-Nevègue. Au classement, pour le moment, Jura Sud est 6e avec 27 points. On va s'intéresser maintenant à la CFA2. CFA2 où on était présent, n'est-ce pas Fred? Il est avec son téléphone, sa tablette. Ah, quel homme! Ça, c'est un businessman. Ça, c'est un businessman. Hein. Alors, tu fais des affaires en ligne? Non, je fais pas d'affaires en ligne. Tu fais pas des affaires pendant l'émission? Ah non, mais je te voyais avec ton téléphone, la tablette. J'envoie que des SMS. Il a bientôt le casque avec... Non, il va distribuer des. À lui. Il va distribuer des hamburgers pendant l'émission. On va commander en ligne. Ah, non, c'est pas ça. Non, pas encore. Pas encore. Bon, allez, en CFA2, dans le groupe E, on en a parlé tout à l'heure avec Alexis, avec Pontarlier qui est allé s'imposer face à la réserve de Sochaux 2-0. Ornans, qui était dans les dernières positions, s'est imposé face à la réserve de Dijon 1-0. Un but de Ramdani à la 47e minute de jeu. Ils ont fini à 10 contre 10. Ornans et puis Dijon. Entre parenthèses, ils ont fait toute la deuxième mi-temps à 10. Bah oui. Des fois, on joue mieux à 10 contre 11. Hein. Des fois, c'est vrai, c'est pas faux, ça, oui. Souvent, les équipes, en fait, retrouvent un esprit guerrier quand on est réduit à 10. Et des fois, c'est pas forcément mieux qu'une équipe prenne un carton rouge. Ça peut revivifier, en tout cas, apparemment, c'était dans le couloir du vestiaire que ça s'est un peu effrité. Donc, l'arbitre a distribué 2 rouges. Ah oui, il y a de la tension aussi du côté. C'est ce que j'ai lu chez nos confrères de l'Est républicain, donc c'est pour ça. Il y a beaucoup de tension, c'est sûr. Il y a de la tension partout en ce moment, mais ça va pas s'arranger avec les matchs futurs. Avec Guignon qui est allé s'imposer du côté de 3-1-0. Créteil a battu Solongé 2-1. Noisy a battu Ivry 3-1. Sainte-Geneviève qui est second a battu le Racing Besançon 1-0 avec une exclusion du côté du Racing Besançon. Guillaume Lafrance qui est sorti avec un carton rouge. Sur 2 cartons jaunes. Oui, là, deux cartons jaunes consécutifs. Ça fait rouge. Et ça fait un jour de moins pour le prochain match du Racing qui sera justement... à Ornans samedi à 18h. Qui sera à Ornans ce samedi à 18h. Ça sera un gros match en tout cas, un match de la peur, malheur ou vaincu. Hein. C'est vrai que ça va être compliqué. Évident. Ça va peut-être se terminer par un match nul, on ne sait pas. Le BFC, qu'on va en parler, se déplacera à Pontarlier après-demain. Donc. Oui, mercredi, le BFC, le Besançon Football Club se déplacera du côté de nos amis de Pontarlier. Avec justement, une belle transition, on va parler du Besançon Football Club qui recevait l'équipe de Sénart-Moissy. Sénart-Moissy, lui aussi englué dans ce bas de tableau. Et ce sont les Byzantins qui ont ouvert le score d'entrée, un peu comme tout à l'heure, comme l'ASM Belfort, dès la 3e minute de jeu par Johan Crollet, qui marque sur un centre. Pourtant, Johan Crollet n'est pas forcément très grand, mais la défense de Sénart dormait un petit peu et il a réussi à se faufiler et à marquer ce but. Et ensuite, c'est Mathieu Gégou sur un très beau débordement de Imad Boussaïd qui lui offre un but... on va pas dire tout fait parce que c'est jamais tout fait. Hein. Des fois, quand on est tout près du but, c'est cela qu'on rate. Mais il avait plus qu'à tromper le gardien, Mathieu Gégou, et on sait qu'il a beaucoup d'expérience. Et il a réussi à 40e minute de jeu, donc juste avant la mi-temps. Et ensuite, Sénart a quand même poussé en cette seconde période. D'ailleurs, ils n'ont pas été récompensés parce qu'ils ont fait, je crois que ça va être la première fois que je vois ça en football, poteau rentrant-sortant. Incroyable. Ça a tapé le premier poteau, ça a longé toute la ligne, c'est ressorti par l'autre. Incroyable. Je sais pas si ce match a été, je pense qu'il a été filmé. Je pense que cette action, il faut la décortiquer et puis la remettre en boucle parce que c'est quand même assez... Je pense que quand on est attaquant, on met un truc comme ça, on se dit non, c'est mort pour ce soir, hein, on marquera pas, c'est foutu, je vais rentrer chez moi, ça va bien se passer. Et ensuite, après, ils ont réussi, le BFC, à sauver un but sur la ligne. Mais oui, il faut de la réussite aussi en football. Mais en tout cas, dans l'agressivité, les Byzantins étaient bien présents, ils ont bien répondu. Et c'est comme ça aussi, quand on joue le maintien, qu'on s'en sort. Justement, on va écouter la réaction de Michael Courteau, le défenseur de cette équipe du Besançon Football Club.
On est avec Mickaël Courteau, le défenseur de cette équipe du BFC, du Besançon Football Club. Après cette belle victoire face à Sénart-Moissy, 2-0. Un match qui a bien démarré avec ce but dès la 3e minute de jeu et ensuite vous êtes mis, on va dire, à l'abri juste avant la mi-temps. Ouais, c'est vrai que ce premier but nous fait du bien. Il est tôt dans le match. Après, c'est une équipe qui arrivait en étant pas très bien classée non plus. On sait comment c'est à l'extérieur. Quand on est mal classé et qu'on encaisse un but tout de suite, ils savaient, je pense, que ça nous ramenait à égalité avec eux. Donc psychologiquement, au-delà du score, on prenait un avantage. Et puis, on a eu un peu de réussite sur leurs attaques à eux. On a su mettre le deuxième. Et puis derrière, il fallait simplement tenir. Simplement en façon de parler. Mais on savait que si on ne prenait pas de but à 2-0, on était tranquille et on avait l'avantage et sur le terrain et psychologiquement. C'est vrai, comme vous le dites, c'est vrai qu'en seconde mi-temps, il y a eu de la réussite avec cette balle sauvée sur la ligne. C'est double poteau rentrant-sortant, c'est quand même assez énorme. Ça peut être un tournant du match parce que s'ils mettent ce but, on revient à 2-1 et on sait comment c'est difficile de tenir un match quand il y a 2-1 parce que l'équipe pousse et il fallait surtout pas prendre ce but qui allait nous mettre dans une fin de match difficile. Et au-delà de ça, je pense qu'on aurait eu l'occasion, nous, d'en mettre un troisième, ce qu'on n'a pas su faire. Ma foi, c'est pas grave, on a qu'à dire qu'on le garde pour Pontarlier. Oui, en plus vous avez du mérite parce que c'est vrai que le terrain est quand même désastreux pour pouvoir produire du jeu. Ouais, franchement, le terrain est très difficile. Après, on va pas se cacher derrière, on le sait. Un homme averti en vaut deux, comme on dit, donc on le sait, c'est difficile. Parfois, on rate nos passes, et puis ma foi, c'est pareil pour les deux équipes. Donc, certes, ça ne nous fait pas produire de jeu, mais on fait l'essentiel, on se bagarre, et puis ça passe, pourvu que ça dure. Oui, puis en plus, vu les résultats de la soirée avec le Racing qui perd à l'extérieur, il y a des résultats aussi. Toutes les équipes sont pratiquement à un point à cette fin de classement, ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Après, nous, c'est que du positif parce qu'on a été dans le fauteuil du bon dernier toute la première partie de saison. Donc aujourd'hui, on est dans le bon rôle, on est dans le bon mouvement, celui qui remonte. Après, c'est vrai que si on pouvait laisser une équipe de Besançon qui ne soit pas relégable, ce serait bien. Nous, on veut le meilleur pour nous, mais après, si on pouvait mettre une équipe autre qu'une de Besançon derrière, ce serait quand même bien. C'est vrai qu'en termes d'agressivité, moi, je trouve une équipe vraiment agressive d'entrée de match. C'est ça aussi qui va faire la différence quand on joue le maintien. C'est ce qui nous a manqué en première partie de saison. On prenait des vagues, on n'était pas sur les duels, alors que là, dès l'attaque, la première ligne, c'est plus musclé. Le milieu de terrain aussi bosse dur. Donc c'est plus facile pour tout le monde parce que du moment où le travail est bien fait au-dessus, il n'y a plus d'effet boule de neige. Donc derrière, on a juste à faire notre boulot. Au milieu, ils font leur boulot et devant, ils font leur boulot. Donc là, on a une vraie équipe. Et honnêtement, autant en première partie de saison, personnellement, j'avais pas confiance en nous. Autant aujourd'hui, on est des soldats. On a mangé notre pain noir et on attend impatiemment chaque match. Le prochain match, justement, ça sera chez le leader Pontarlier qui a battu la réserve de Sochaux cet après-midi 2-0. Ça va être aussi un match assez compliqué, mais avec cette belle victoire, cet état d'esprit, tout est possible. Ça va être comme d'habitude, un beau derby. C'est toujours des matchs un petit peu douloureux. Mais c'est des bons matchs, c'est un bon derby. On sait que là-bas, ils ont un public qui ne nous aime pas toujours. Donc on va bien se reposer et vivement mercredi. Vivement mercredi, en tout cas on espère une victoire pour le Besançon Football Club, mais comme on aime bien aussi Pontarlier, on va dire un match nul. Non, ça va être en tout cas une belle rencontre. Ça va être des belles rencontres en tout cas, parce que justement on va vous donner le classement, vous allez voir. Pontarlier est premier donc avec 33 points, Sainte-Geneviève deuxième avec 32 points, donc forcément les hommes de Jean-Luc Courtet vont avoir à cœur de remporter ce match en retard pour justement prendre un peu d'avance au classement. Et puis en fin de tableau, on va dire, on retrouve justement 11e le Besançon Football Club avec 13 points, 12e Sénart-Moissy qui, moi, à mon avis, s'ils continuent à jouer comme ça, vont remonter au classement parce que franchement, j'ai trouvé cette équipe parisienne, elle avait du jeu, elle avait du coffre aussi parce qu'ils sont, comme toutes les équipes parisiennes, très athlétiques. Des sacrés molosses qui arrivent et c'est vrai qu'elle avait de la qualité technique également sur un terrain, on l'a rappelé dans l'interview avec Mickaël Courteau, un terrain désastreux et très difficile de produire du jeu, mais bon, après c'est pour les deux équipes également. Ensuite 13e on a Ornans avec 13 points et 14e le Racing Besançon avec 12 points. En tout cas on espère que les équipes franc-comtoises en tout cas ne resteront pas en bas de classement et on espère que ça ne sera pas un duel entre clubs franc-comtois pour la descente. Tu parlais de Sénart-Moissy avec l'équipe de Costaud, regarde Noisy-le-Sec contre Racing la semaine dernière, c'était pareil, quoi. C'était une équipe de molosses aussi. Oui, c'est ça, et les équipes parisiennes, elles sont costauds. Allez, on passe vite fait à la DH pour vous donner les résultats. Belfort, Jura Sud, 2 buts partout. Pontarlier, PSB, 1 partout. Jura-Dolois,
s'est incliné face à Grand-Villars 3-1. C'est la surprise en tout cas. Jura-Doulois était leader jusque-là. Brest-Jura a été battu par Levier 2-1. Pont-de-Roide a battu Roche-Nuvellard 3-2. Saint-Vite a cartonné Baume-les-Dames 4-0. Et le Besançon-Clémenceau-Champagnole 1 but partout. Et c'est pourtant le Besançon-Clémenceau qui avait ouvert le score 1-0. Et c'est finalement Champagnole, dans les dernières minutes de cette rencontre, qui a en tout cas arraché les points du match nul. Car je crois que c'est en DH, c'est 2 points le match nul. Hein. Ça a changé. 4 victoires et un point la défaite. C'est ça. Donc, ce qui était de la CFA2 la saison dernière encore. D'ailleurs. C'est ça. Donc on va justement retrouver Saint-Vite qui est premier pour le moment, 47 points. Deuxième, Jura-Doulois avec 45 points. Troisième, le Clémenceau-Besançon. Le Clémenceau-Besançon avec 43 points. N'oublions pas que le Clémenceau est double promu. C'est ce que va rappeler justement Alexandre Pep dans l'interview, car on l'a rencontré à la fin de ce match, il était forcément un petit peu déçu. D'ailleurs, on le remercie d'être intervenu au micro et vous allez justement retrouver sa réaction. On est avec Alexandre Pep après le match nul contre Champagnole du SC Clémenceau. Un match où le SC Clémenceau a mené, mais après il faut savoir mettre ce deuxième but. C'est ça le plus difficile aujourd'hui. Ouais, on n'a pas su se mettre à l'abri en manquant 2 occasions nettes en première mi-temps et puis avec un poteau en seconde période. Et puis un coup de pied arrêté dans les dernières minutes. C'est pas la première fois que ça nous arrive cette saison. Et à l'arrivée, c'est 2 points de perdus sur notre terrain, donc c'est regrettable. Mais aujourd'hui, on n'était pas dans un grand jour. L'adversaire est venu nous chercher très haut, nous a empêché de relancer. Et je pense qu'ils l'ont bien fait. Mais malgré tout, je pense qu'on aurait pu l'emporter si on avait été un peu plus efficace défensivement. Voilà. Oui, puis en fin de match, ce match aurait pu tourner également parce que Champagnole a une grosse occasion et il y a quelques minutes de la fin, ça aurait pu inverser. On va dire finalement, ça reste un bon point. Ouais, finalement, ça reste un nul assez logique. Même si c'est quand même regrettable de se faire égaliser à la 88e minute sur un coup franc. Sur une faute qui est assez bête. Et voilà, donc il faut repartir de l'avant. Et puis faut surtout pas oublier qu'on est double promu et que je pense que les 3 quarts de cette équipe n'ont jamais joué à ce niveau-là encore. Donc on est invaincu depuis 12 matchs. On est leader depuis 12 journées au classement, même si depuis le début de saison on occupe la 4e place ou la 3e, je sais plus. Donc ce que font les joueurs, c'est très très bien. Et donc on va continuer de travailler et puis voilà. Oui, puis ça se voit sur le terrain. C'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des automatismes dans cette équipe. Ça construit quand même si aujourd'hui c'était peut-être un peu plus compliqué. Et ça reste une belle série aussi pour le SC Clémenceau. Ouais, bien sûr. Sur le terrain, on essaie de toujours repartir de derrière et de jouer au ballon. Mais aujourd'hui, Champagnole nous a empêché de le faire. Et elle a très bien fait. Donc il a fallu qu'on s'adapte à ça. On n'avait pas assez de qualité technique pour résister à leur pressing. Donc on a fait quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire, c'est d'allonger un petit peu le jeu. Et c'est pas trop ce qu'on aime faire. Et donc on a été un petit peu prisonnier de ce jeu aujourd'hui à cause de l'adversaire qui a, je vous dis, très bien défendu. Et donc à l'arrivée, ça avait un contenu de match moyen et pour un résultat moyen. Voilà. Plus ce coup franc qui finit sur la barre transversale aussi également. Il faut la réussite n'était pas non plus au rendez-vous. Ouais, la réussite n'était pas au rendez-vous parce que à 20 minutes de la fin, si le coup franc rentre, je pense que le match est plié. Mais ça a choisi le poteau, donc c'est comme ça, il faut faire avec. Voilà. Bah oui, c'est comme ça, il faut faire avec, comme dit Alexandre Pep. Eh bien, on va passer cette fois-ci au handball, une petite info handball pour vous donner le premier contrat professionnel qu'a signé en tout cas Chloé Bouquet. On parle de l'ESBF, bien évidemment. Eh ben, c'est une joueuse qui a passé plusieurs années au centre de formation et c'est devenu un élément du groupe de LFH de Raphaël Terven et de Sandrine Mario Delert. Elle fait preuve d'une belle régularité, d'une polyvalence remarquable au sein de l'effectif byzantin. Et les dirigeants de l'ESBF ont décidé de lui proposer un contrat professionnel de 3 ans. Donc elle s'est engagée en tout cas à l'ESB jusqu'en 2020. En tout cas, c'est une bonne chose. On vous rappelle que Sabrina Azazaï, elle, va quitter le club. On en avait parlé la dernière fois. Elle va s'engager du côté de Toulon, une ville que j'apprécie aussi. Mais elle va signer 1 an plus 1 an en option. Justement, le mot de Chloé Bouquet, voilà ce qu'elle a indiqué. Elle a dit « Je suis très heureuse de pouvoir signer ce contrat. C'était un vrai objectif en débutant mes années de centre de formation. Le fait que le club me propose un contrat de 3 ans est une vraie preuve de confiance. J'avoue que je me sens bien dans cette équipe. »
Nous avançons collectivement, donc je ne me voyais pas partir. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir continuer à jouer à l'ESBF. Nous aussi, on est heureuse de la savoir dans l'effectif bisontin pour les 3 prochaines années. Prochain match pour l'ESBF, ça sera ce mercredi du côté de Metz. Donc, ça sera un gros morceau pour les Byzantines. Mais au vu de leur performance du moment, voilà, on va droit vers les playoffs. En tout cas, on l'espère. Et puis peut-être vers quelque chose qui pourrait être sympa en fin de saison. En tout cas, on l'espère. Allez, en basket, un petit mot pour vous dire que le Bezac s'est incliné dans sa salle 73 à 77 face à Mulhouse, alors que les Byzantins menaient de 17 points. Mais comme quoi, en basket, tout est possible aussi, mais dans l'autre sens. Le Bezac est 8e avec 26 points. En rugby, 2 matchs qui avaient été reportés, 2 matchs de la 12e journée. L'Olympique byzantin a battu Nuit Saint-Georges 16-10. Et Pontarlier a réalisé le carton de la journée, 42-12. Justement, on va faire une transition. On va vous donner le classement avec Nuit Saint-Georges qui est premier avec 52 points. Pontarlier qui est deuxième avec 49 points. Et on a également Besançon, troisième, 48 points. Grandol, quatrième avec 30 points. Et Lons-Saunier, septième avec 25 points en ce qui concerne les équipes franc-comtoises. Et bien justement, c'est une transition qui est toute trouvée pour parler justement avec notre invité Benjamin du football américain qu'on est allé voir. C'était peut-être pas la semaine dernière. Donc non, Benjamin, bonsoir. Il y a 2 semaines déjà. Bonsoir Fred. C'était il y a 2 semaines, oui. Ouais. On avait passé un bon moment. Bon, il faisait pas très beau, mais bon. Pas très chaud non plus. Non, moi après sur le terrain ça va. Hein. Oui, il était réchauffé. C'est surtout les spectateurs oui. Là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas forcément très réchauffé, mais c'est vrai qu'on a vu cette discipline. Bon après, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que beaucoup connaissent maintenant un peu le foot américain. Ouais, c'est beaucoup plus suivi en France ces dernières années. En plus, oui, puis c'est médiatisé maintenant. C'est médiatisé pas mal. Sport, faut le souligner aussi. Il y a beIN Sport qui passe tous les week-ends, c'est ça, qui passe des matchs tous les week-ends. Ça commence les dimanches à partir de 19h, c'est ça. Donc heure française, ça va encore. Alors justement, tu joues dans l'équipe de Besançon. Comment s'appelle-t-elle? Les Bisons. Les Bisons. Les Bisons. Et puis notre logo, c'est un bison, justement. C'est ça. Oui, mais c'est vrai que nous, on a été la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dans une équipe. Alors cette année, c'est vrai qu'on a un sacré effectif. Il y a 2 semaines, effectivement, on était 37 joueurs quand même sur la touche, ce qui est vraiment énorme. En fait, cette année, on a fait une fusion avec l'équipe de Lons-le-Saunier qui ne pouvait pas se présenter en championnat parce qu'ils n'avaient pas assez de joueurs. Donc, on a fait une fusion avec l'équipe de Besançon, ce qui fait qu'ils nous apportent par match environ 4-5 joueurs. Voilà. Donc, d'accord. Après, c'est vrai que cette année, ça doit être une des années où c'est qu'on a un plus gros effectif. Vous avez toujours besoin de joueurs ou tous les ans vous retrouvez quand même les mêmes joueurs ou les gens restent Non, justement, on a un noyau d'anciens joueurs, c'est vrai, mais après on a pas mal de jeunes, des étudiants qui viennent d'autres villes, qui viennent chez nous, mais qui repartent 2 années après, etc. D'accord. Donc on va dire qu'on a un turnover alors. Exactement, on a un noyau à peu près d'anciens joueurs, peut-être de 14-15 vraiment d'anciens joueurs qui vont rester au club. Après, on est toujours obligé de former des nouveaux joueurs, etc. C'est un peu la plaque tournante, c'est ça. C'est ça les villes étudiantes après. Hein. C'est toujours compliqué, quoi. Ça doit être pareil un peu, je crois, pour l'OB. Je crois que beaucoup de joueurs aussi qui viennent. Donc après, c'est ça. Sur une saison, on peut se retrouver avec 37 joueurs pour une équipe. Et puis une autre année, on va se retrouver avec 18 joueurs, quoi. C'est là que c'est un peu plus plus chaud, quoi. Donc il y a un championnat, on sait qu'il y a une équipe aussi assez costaud aussi du côté de Montbéliard, c'est ça? Ouais, c'est ça, les Princes de Montbéliard. J'ai commencé là-bas justement, c'est là-bas que j'ai commencé à jouer au football américain, j'ai fait 3 saisons avec eux, puis après je suis venu faire mes études sur Besançon et puis j'ai trouvé la femme à Besançon, donc voilà. J'ai rejoint l'équipe de Besançon. Tu n'es pas reparti, tu es resté là. Non, je suis pas reparti, je suis resté là après. Alors justement, est-ce que il y a un championnat, il y a quelque chose? Oui, il y a des compétitions. Alors ouais, est-ce que c'est facile justement de trouver des équipes justement là, on a un championnat régional qui est le championnat Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y a les Princes de Montbéliard, il y a donc Besançon-Bison. Il y a Chalon-sur-Saône, on a Mâcon aussi, on a le Creusot, qui est une nouvelle équipe cette année. D'accord. On a également les Gothics de Villeneuve-sur-Yonne. Donc c'est contre eux qu'on était venus. C'est ça, c'est contre eux. Les Gothics de Villeneuve-sur-Yonne qui sont aussi, c'est leur première année dans le championnat Bourgogne-Franche-Comté. Avant ils étaient ralliés en région parisienne. Donc, d'accord. Mais là cette année, donc c'est un peu le déplacement. C'était pour eux le déplacement cette année, mais c'est le déplacement le plus loin parce que c'est vraiment la pointe de la Bourgogne. Oui, c'est vraiment c'est limite la région parisienne, quoi.
Donc après, pour vous dire que c'est du régional, ça va quand même. Pour les déplacements, comme je dis, il y a Dijon, Montbéliard, etc. Ça fait 1 heure de route. Oui, ça va, voilà. c'est pas très loin, parce que c'est vrai que quand on dit 37, il faut emmener tout le monde. Il faut prendre un bus, c'est aussi des frais et tout. Il y a après, c'est il y a ça. des sponsors. On est obligé de trouver des sponsors. Chaque année, obligé de trouver des sponsors. C'est pour ça qu'on propose différents packs où c'est qu'il y a les packs où c'est qu'on met les sponsors sur les maillots qui coûtent un peu plus cher, autrement les packs un peu moins chers où c'est que les sponsors apparaissent seulement sur les sites, les affiches, etc. Mais on est toujours obligé de trouver comment les attirer parce que le football américain c'est peu connu en France, donc c'est toujours assez compliqué de trouver des sponsors. Alors justement, quelles sont un petit peu les règles du football américain? C'est vrai que beaucoup, quand ils regardent, ils ne comprennent pas les yards, ils ont du mal parce que c'est un sport qui est quand même beaucoup coupé. C'est vrai que ça s'arrête souvent. Tout à fait, et souvent les gens ne comprennent pas trop les règles en fait. Donc en fait les règles c'est 2 escouades de 11 joueurs, donc 11 joueurs en attaque, 11 joueurs en défense, sur un terrain de 100 yards. 100 yards c'est environ 91 mètres. Traduction française. Oui, c'est bien. En fait, l'attaque, ils vont avoir 4 tentatives pour parcourir 10 yards. D'accord. Si ils arrivent à parcourir ces 10 yards, ils récupèrent 4 tentatives pour refaire 10 yards. D'accord. Donc en fait, c'est un jeu de gain de terrain. Mais par contre, s'ils n'arrivent pas, au bout de ces 4 tentatives, à faire les 10 yards, c'est l'équipe adverse qui récupère le ballon et qui attaque à son tour. Et donc en fait, il y a 2 moyens d'avancer au football américain. C'est soit par la passe, soit par la course. Donc le quarterback va prendre le ballon et soit il va faire une passe en avant vers un de ses receveurs qui est démarqué, ou soit le quarterback prend le ballon et il le donne tout de suite à un coureur qui est juste à côté de lui, qui va essayer de trouver des trous et aller le plus loin possible. Donc le système de points, un touchdown marqué, c'est 6 points. Si on le transforme, on peut le transformer de 2 façons, soit 1 point, soit 2 points. Donc si c'est comme au rugby, on peut le tirer entre les poteaux, ça va nous valoir 1 point. Ou on peut décider de faire un jeu normal, soit passe-course, ce qui va nous valoir 2 points. Donc en gros, on peut marquer 7 points ou 8 points par drive. D'accord. Oui. J'explique vraiment vite fait parce qu'après il y a encore plein de choses à savoir sur les fautes, les choses comme ça. Après, si les gens veulent vraiment voir des matchs, ils vont soit Bein Sport ou après je sais pas moi. Après le Super Bowl, c'est le W9 qui diffuse le Super Bowl. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est pour les. Après c'est court, la saison en NFL, ça commence en septembre et en février, dès le premier week-end de février, c'est fini. Donc après, on pleure un peu quoi. Le Super Bowl, oui, c'est sûr. Le Super Bowl a eu lieu d'ailleurs il y a pas très longtemps. Non, c'était ça, 5 février. Il y a pas très longtemps. Après, c'est l'anniversaire de ma femme, donc ça tombe toujours mauvais. Ça tombait mal, alors c'était pas. Elle me demande de choisir entre elle ou le football américain. C'est toujours compliqué, hein, quand même. Ou alors faut faire un petit restaurant en amoureux avec la téléviseur derrière. Le midi, j'emmène au restaurant. Avec le téléviseur derrière. Oui, aussi. Ça. En muet, mais bon. Ça peut arriver. Non, c'est vrai que nous avons passé un bon moment à regarder ça. Et surtout, moi, ce qui m'a sidéré, c'est la discipline. Ouais. Parce que ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Il y a plusieurs entraîneurs, c'est ça? Il y a plusieurs coachs. Un coach pour l'attaque, la défense. Exactement, c'est ça. On a un coach de l'attaque et puis un coach qui replace la défense quand il faut. Donc 2 coachs. Non, mais c'est vrai que ça rigolait pas. Moi, j'ai trouvé ça. Après, quand on va en NFL, il y a un coach QB, un coach de la ligne offensive, ligne défensive. Enfin, il y a au moins 5 ou 6 coachs. C'est vraiment. C'est pas les mêmes moyens. Non, c'est pas les mêmes moyens. On fait avec ce qu'on a. Nous. Mais c'est tous des bénévoles, je veux dire. Oui, après, c'est que des bénévoles. Des gens qui sont la passion, c'est ça. Qui sont passionnés par ça. Tout à fait. Justement, notre coach attaque, c'est notre président aussi. C'est celui qui a repris le club. Voilà. Okay. Et il y a un championnat national, je veux dire, en France. Donc, moi, je vous ai parlé que nous, on est en régional. Oui, c'est ça. Après, il y a la 3e division. Donc, la 3e division, c'est partagé nord, sud, est, ouest, Île-de-France. D'accord. Ensuite, on a la 2e division qui est nord et sud. Donc, il doit y avoir, je ne sais plus combien d'équipes exactement. Peut-être 4 au nord et 4 au sud, quelque chose comme ça. Et puis le championnat élite, donc qui est un peu la Ligue 1, qui est également découpé en 2 parties, nord et sud. 4 équipes au nord, 4 équipes au sud. Et Besançon ambitionne quand même de monter dans ces divisions, ou alors c'est compliqué, même financièrement. Exactement, c'est ça la question, quoi. Après, c'est toujours le problème qu'on a en régional. Passer à une division supérieure, c'est ça, il faut trouver des fonds sponsors, parce que c'est des déplacements qui sont un peu plus loin. Par exemple, nous, Détroit Est,
Si on monte en D3, ça nous fait Strasbourg, Nancy, ça nous fait même aller en région à Villepinte, à La Courneuve. Vous voyez, ça fait quand même des sacrés trottes. Ça fait des kilomètres. Mais on y était on a quand même testé. On y est allé on y était il y a 3-4 ans. 4 ans, c'est ça à peu près. Puis on est resté 2 ans, mais après, c'est tout de suite un gouffre, quoi. Les déplacements, puis après. Tous les 15 il faut jours, trouver c'est des ça joueurs, comme on disait au début, parce qu'il faut être sur une feuille de match. Il faut être quand même 22 sur une feuille de match pour pas être forfait en 3e division. Donc, avec les blessures au fur et à mesure de la saison, etc., il faut vraiment avoir. Oui, on a vu quelques joueurs blessés. Ouais. Ils sont partis avec des entorses. Justement, des choses parce comme ça, on a rejoué ce week-end aussi. Il y a eu aussi un casse, tibia péroné qui était fracturé, une épaule démise. Je vais pas faire peur aux gens, mais c'est vrai que le match de ce week-end, on est descendu au Creusot, donc contre les Pilonneurs. Oui, d'ailleurs, vous leur avez mis une belle pile d'ailleurs. Ouais, c'est une toute nouvelle équipe justement, mais ils viennent de rentrer. Ils ont été créés en 2015, c'est leur première saison, donc on savait que voilà, ils on y allait. Ils n'ont pas encore l'expérience. Exactement, quoi. Donc, mais oui, petite victoire 50-0. Après, on va dire, ça met toujours du baume au cœur dans une équipe quand même. Voilà, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Donc, si moi demain, peut-être pas moi, mais je veux dire, si les gens qui nous écoutent ont envie justement d'intégrer les Bisons, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent exactement? Où c'est qu'il faut qu'ils s'adressent? Alors, on s'adresse. On a le site internet. Vous tapez sur Google Besançon Bison. Il y a le site internet. Après, il y a l'adresse mail pour écrire, ou sur Facebook. Autrement, vous pouvez nous écrire. On répond assez rapidement, je vous jure. Autrement, on a les entraînements juniors. C'est le mercredi de 18h à 20h. Parce que vous avez une équipe junior. Exactement. Vous avez des équipes de jeunes, je veux dire. On a une équipe cadet et junior qui s'entraînent ensemble, en fait, de 18h à 20h. Et puis ensuite, c'est une équipe senior qui s'entraîne le mercredi à la Malcombe de 20h à 22h. Et au stade Léo Lagrange, pas celui de foot, mais celui d'athlétisme juste à côté, qui s'entraîne aussi de 20h à 22h. Voilà. D'accord. Intéressant aussi d'avoir des jeunes qui. Exactement, c'est la relève, hein, c'est ce qu'on dit, il faut toujours former les la jeunes. Formation, comme on dit. Complètement, quoi. C'est important. Cette année, en plus, on a un bon effectif, que ce soit en cadet et junior, c'est bien. Mais là, les cadets juniors, on a regroupé Lons et puis Montbéliard avec nous, puis on fait une team Franche-Comté, en fait, voilà, pour avoir un peu plus de joueurs et puis se présenter contre la Bourgogne qui ont été à Dijon, etc. Voilà. Un beau derby. Puis, on a aussi une équipe de flag, pour ceux qui ont peur des contacts. c'est du football américain sans contact. Et le flag, en fait, c'est les mêmes règles qu'au football américain. Ça se joue à 5 contre 5. Et au lieu de se plaquer, les gens ont une ceinture avec deux flags de chaque côté. D'accord. Et au lieu de plaquer le joueur, en fait, il suffit d'enlever le flag Voilà, d'accord. Ah oui, ça me dit quelque chose. Je sais que l'OB le fait aussi au rugby. Ils ont le même système aussi. Au lieu de plaquer le joueur, c'est juste... c'est fun, c'est pas mal fun. On aime bien, nous, quand on finit la saison équipée, faire des tournois à flag, c'est toujours rigolo, quoi. C'est sympa, c'est sympa. Bon, écoute, on a parlé du football américain, des Besançon Bisons. Ouais. Très bien, en tout cas. Pour le moment, on est premier. J'espère qu'on va le rester. On l'espère en tout cas pour les Bisons et puis pour toi aussi également. Donc je te présente la prochaine recrue, elle est là. Elle est en face de moi, la recrue. Donc là on a un match, dans 2 semaines on est au repos, donc le prochain match se joue dans 1 mois à domicile et c'est contre les Princes. Donc c'est le gros match contre les Princes de Montbéliard. C'est le double, c'est à la Malcombe. C'est samedi 25 mars à 19h. Voilà. Le double, c'est comme ça qu'on appelle, vu que c'est les deux équipes du Doubs. On a un trophée qui représente le Doubs, et puis on le fait graver en fait à chaque fois. Le winner repart avec le trophée. Généralement, c'est les 2 équipes qui finissent en tête en fin de saison où il y a vraiment. Ah oui, après il y aura le bol Bourgogne-Franche-Comté, mais là c'est vraiment c'est interne en fait. C'est une compétition interne entre nous. C'est un peu, on se cherche toujours entre Montbéliard et Besançon, vu qu'on est les 2 équipes du Doubs, on est toujours une rivalité. Voilà, c'est ça. C'est bien. En gros, c'est ça, c'est un trophée de rivalité, c'est ça. Ça met un peu d'émulation et ça permet à tout le monde d'être motivé. Le championnat se passe déjà comme un championnat normal. Ensuite, il y aura un classement, il y aura demi-finale et le bowl, et finale. Donc les 4 premières équipes se qualifient pour disputer la demi-finale. Les finales ont lieu à un endroit prévu, c'est soit à Besançon, ça change tous les ans ou... Ouais, après ça, c'est par tirage au sort en fait là que ça se passe. Ouais. Parce que régional,
les systèmes changent toujours après, vu que des fois la Bourgogne n'est pas rattachée s'ils ont assez d'équipes. Ah Chaque oui, année, d'accord, en fait, en régional, c'est toujours différent les un peu plus championnats. compliqué, quoi. Il y a tous les présidents qui se réunissent et qui disent bon, cette année, comment on fait, comment on se débrouille. C'est toi, c'est moi. C'est ça. Qui reçoit tel match. Voilà, ça se passe comme ça. Bon, bah, c'est parfait en tout cas. Bah, je pense qu'on a été complet tout le football américain. Ouais, Rien à rajouter. Bon, tu signes, Fred, hein? Ça y est, il va Ouais, signer. bon, on l'attend, hein. Il va s'engager. Il va s'engager ce soir, donc ça va être la nouvelle recrue des Besançon Bisons, la nouvelle mascotte. Ah, mais je vais le motiver. Ouais, ça se voit. Et il a déjà le sourire, c'est bon. Bah oui, c'est bon, c'est gagné, c'est dans la poche. Bah, merci Benjamin. En tout Merci cas, à toi, Fred. On parlera des Besançon pas de souci. Bisons, on ira. Si tu veux des nouvelles interviews, n'hésite pas. Bah, il n'y a pas de souci, il faut parler aussi du sport local. Puis si vous avez envie justement de voir déjà ce qu'est le football américain, si vous ne connaissez pas vraiment, eh bien allez du côté de la Malcombe quand il y a les entraînements justement des Bisons. Et puis On accueille tout le monde toute la saison, il n'y a pas de souci. Ah, voilà. Même par le froid. Oui. Oh, il va faire meilleur, là, ça va commencer. Les seuls moments où c'est que je passe, c'est quand les espaces verts décident de fermer les terrains. Autrement, qu'il neige, qu'il vente, le seul. Voilà, on joue. Voilà, des vrais guerriers. C'est ça. Des vrais guerriers. Eh ben, merci en tout cas, Benjamin. Et puis à bientôt dans cette émission. À bientôt. Eh ben, on va conclure cette émission qui avait pas trop bien démarré, mais là, on termine bien. En tout cas, sur une bonne note, tout va bien. Merci à Rachid qui avait remplacé Thomas au PLV. Merci à tout le monde, merci à vous aussi. Merci Fred qui est en train de filmer, qui va essayer son casque des Merci Bisons. à vous deux, la semaine prochaine. Il va essayer son casque des Bisons à la fin de l'émission, voir s'il est bien à sa taille, hein, parce qu'avec les contacts, c'est viril quand même, Fred. Tu feras gaffe que le casque s'envole pas. Et puis... D'ailleurs, Rachid, on va le retrouver dans un instant pour musique d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il enchaîne tout de suite une dizaine après. de minutes à peu près. S'il tient le coup, là, il est grippé, il en peut plus. Il est râpé, il est sec. Et nous, on se retrouve lundi prochain avec Thomas cette fois-ci. Et oui, donc on va déjà se retrouver au Stade Bonal ce vendredi pour Sochaux Le Havre. N'oubliez pas, venez nombreux et nombreux. Et puis on se retrouvera lundi avec, oui, Rachid, il me fait des signes. Par rapport au cadeau, il faut le rappeler. Ah oui, il y a la place, hein, FC Sochaux, Montbéliard, Havre. Je crois qu'on le fera gagner, qui sera gagné sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, ça y est. Moi, je vous retrouverai aussi samedi à Ornans pour le match contre Racing aussi. Oui, moi je pourrais pas y aller parce que je serai du côté de l'ESBF. Après, on peut pas être partout. Donc je peux on pas me dédoubler. Sport samedi. Hein. Je peux pas me dédoubler, c'est pas possible. Je peux pas être partout. Eh bien, on va lancer le générique et puis on va vous dire, allez, on le fait tous en chœur. Allez, allez, 1, 2, 3, allez, Sochaux!